Parfait, on va donc démarrer. Donc, la conférence va être présentée par Monsieur David Martin Chevalier, donc, qui est en 3A à Felma, en SEI, en double diplôme à Sciences Po dans le master Transition écologique et qui est cofondateur avec Juliette Cassagne du collectif d'étudiants Think What Matters. Donc, Monsieur Martin Chevalier, je vous laisse la parole. Alors, juste avant, il y a Madame Morfouli qui n'arrive pas à se connecter. Est-ce que vous pouvez la rajouter? Elle n'a pas l'autorisation, elle n'a pas été... Ouais, elle n'est pas sur la liste. Est-ce que vous pouvez la rajouter? Moi, je vais envoyer le lien pour qu'elle puisse Alors, assister. en fait la réunion est absolument pas privée, donc normalement, tout le monde peut venir. Je vais lui envoyer un mail. Je gère ça avec elle par email. Je vous laisse démarrer. Alors, bon, je vais mettre ma caméra, c'est quand même plus sympa. Hop, partage d'écran. Hop, et on va pouvoir commencer. Tac. Ok. Alors du coup, déjà, félicitations d'être dans la session 5. C'est clairement la session la plus intéressante. Non pas que les autres ne sont pas intéressantes, mais le développement durable, c'est quelque chose qui va nous concerner à un moment ou à un autre, forcément dans notre vie d'ingénieur. Donc déjà, d'avoir pris cet intérêt et cette volonté, enfin, d'avoir pris en tout cas, d'avoir eu l'idée de participer à cet atelier, je trouve ça déjà chouette. Alors du coup, juste avant de préparer, de vous présenter un peu, faire une petite introduction sur le développement durable, pourquoi c'est important et en quoi on est concerné, quelques détails du coup sur le collectif qu'on a monté. Alors, c'est un tout jeune collectif, hein, ça fait 8 mois qu'on est là-dedans. Donc aujourd'hui, on est 10 étudiants, 11 même. Donc on vient de Grenoble INP, de Sciences Po et de l'Université Pierre Mendès France pour le moment. Donc dans Grenoble INP, il y a Felma et le Cube. En fait, l'objectif, c'était vraiment de regrouper des étudiants qui arrivent de plein d'écoles différentes, avec des formations différentes, pour que justement, on puisse aborder et vulgariser ensemble des thèmes de la transition écologique, mais que du coup, on aille au fond du sujet, quoi. Donc, l'Université Pierre Mendès France, c'est l'université où ils font du droit. Donc là, on a vraiment un appui sur les textes législatifs. C'est vraiment chouette de travailler avec eux. Pareil pour Sciences Po, ils nous appuient sur les grandes thématiques politiques. Et nous, à Grenoble INP, on apporte la technique derrière, la manipulation des chiffres et la lecture des rapports. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on arrive vraiment à aborder ces sujets-là. De toute façon, en tant qu'ingénieur, penser que c'est que tous les problèmes et toutes les solutions reposent sur nos épaules, c'est quand même une vue de l'esprit. Parce que bien évidemment, si nous, on fait des erreurs déjà en termes de conception, on aura participé d'une certaine manière à la chute de la biodiversité, au réchauffement climatique, etc., etc. Mais de l'autre côté, il y a toujours les financiers qui financent, les commerciaux qui commercent, les personnes qui font des études sociales, pareil, qui étudient comment accélérer la surconsommation. Bref, en fait, il faut dans tous les cas qu'on choisisse et qu'on apporte des solutions ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a voulu monter ce collectif pour réunir plein de visions et plein de compétences. Alors du coup, on a une page Facebook où on publie chaque semaine un article, déjà très très condensé. C'est un shot d'informations, mais c'est très documenté. Donc en très peu de temps, on estime, en tout cas en très modestement, qu'on apprend beaucoup de choses. C'est l'intérêt. Et pour notre actualité, on va faire un Midi Minatech le 18 décembre. On va participer à la COP2, on va faire une conférence, on va participer à un débat et on va aussi participer à l'organisation de l'IRT NanoElec. On est vraiment super contents. On remercie encore Madame Morfouli de nous avoir invités là-dedans. Et donc là, c'est un événement avec des industriels et tout ça pour penser un peu les innovations de demain. Donc c'est juste chouette. Là, on voit quand même que on donne la parole aux ingénieurs. Ça y est. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment un rôle à jouer. Enfin, en tout cas, il faut le prendre, ce rôle-là. Ça peut être... Alors pourquoi ce collectif? C'est de vulgariser les travers de la société. C'est déjà important. Nous, on estime que c'est imbuvable de dire il faut qu'on change notre manière d'innover, il faut qu'on change nos valeurs, il faut qu'on passe du tout au tout, sans vraiment déjà avoir compris d'où venaient les problèmes. De comprendre le rôle de l'ingénieur, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a vraiment un rôle à jouer dans la transition écologique, de trouver du sens dans ses études. Moi, je suis un ancien étudiant qui avait complètement perdu, complètement intérêt. Enfin, j'allais en cours juste pour aller en cours, quoi. Donc, l'objectif, c'est de retrouver du sens dans ses études, c'est de développer son esprit critique sur l'innovation et c'est de réfléchir aux solutions pour réduire l'empreinte. On monte les problèmes, mais on essaie quand même de réfléchir aux solutions.
Bon, alors du coup, voilà pour la présentation. Au niveau du sommaire, c'est vraiment, ça va être très sportif, hein, parce que montrer que tout va mal et montrer quelques biais de solution en 30 minutes, faut y aller, mais on va essayer. Donc, on va se poser la grande question déjà de faire une petite description, absolument pas exhaustive, sur la société. Dans quelle société je vis, quels sont ses travers. On va expliquer très très rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails sur les impacts environnementaux. Et puis à la fin, on va essayer de vous jeter, enfin, je vais essayer de vous jeter quelques pistes de réflexion qu'on a développées au collectif. Alors, dans quelle société je vis? Alors, voilà le schéma le plus représentatif de notre modèle de société. C'est un modèle de société qui existe depuis un siècle, hein, depuis 1930, et ça tourne. La question qu'on va se poser, c'est jusqu'à quand? Donc, le modèle linéaire qui est représenté ici, il consiste en 4-5 grandes étapes. Donc, la première, c'est extraire de manière complètement déraisonnée en pensant que les ressources sont infinies, déplacer, fabriquer des objets avec, consommer d'une manière qui n'est pas forcément très responsable, et à la fin de jeter. Fini. Donc, se dire qu'à la fin, on jette, déjà, on intuite qu'il y a un souci, que ça ne va pas pouvoir tourner indéfiniment. Alors, du coup, voilà, quelles sont les problématiques de notre modèle linéaire? On en a listé 3. Le premier, c'est que déjà, les énergies qui sont utilisées pour ce modèle linéaire-là, elles sont grises, c'est-à-dire c'est des énergies fossiles. Alors, concrètement, pour vous le prouver, on s'est posé la question, quelle est la part des énergies fossiles? On en parle beaucoup, des énergies fossiles, c'est qu'on doit théoriquement avoir commencé à s'en séparer. Eh bien, coup dur. Coup dur parce que ce n'est absolument pas le cas. Là, on a le graphe qu'on a sorti de BP Statistical Review of World Energy, avec mon super accent. C'est vraiment le rapport de référence quand on parle d'énergie. Et donc là, en fait, on voit depuis 1994 jusqu'à 2019, donc c'est le graphe le plus récent qu'on a, hein, l'évolution de la consommation suivant les différentes sources d'énergie. Et donc, on voit, je ne sais pas si vous voyez ma souris, peut-être passer en pointeur. Ouais, on la voit là-dessus. Oui, on la voit. Ouais. Ok, cool. Et donc, du coup, en fait, là, les 3 sources d'énergie qui nous intéressent, c'est la verte, le pétrole, la rouge, le gaz naturel, et le gris, le charbon. Au-dessus, on a du nucléaire, qui n'a pas augmenté depuis 1994 mondialement. Hein. L'hydraulique, où il faut se rapprocher pour voir que ça a augmenté, et les énergies renouvelables, où effectivement, on a une croissance. Mais sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre problème, il est là. On peut très bien faire monter les énergies renouvelables jusqu'ici, les faire dépasser du slide, tant qu'on n'a pas diminué cette part d'utilisation d'énergie fossile, on ne rend pas une planète plus viable à nos enfants. Là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, on fait de l'empilement des sources, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on est en train, pour vous imaginer ça, on est en train de construire des éoliennes à côté des centrales à charbon. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut fermer les centrales à charbon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et il faut remplacer la capacité de production des centrales à charbon par des énergies renouvelables. Bon, ce n'est pas tout à fait la trajectoire qu'on prend. Alors évidemment, j'ai rajouté ce slide, hein, les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas en Europe qu'elles se développent, elles sont très élevées et beaucoup trop élevées, mais la croissance, elle se fait en Chine actuellement. Ça, c'est un graphe qui sort de l'IEA en 2020. Alors, où c'est qu'on utilise les énergies fossiles? Alors, pour le charbon, principalement, c'est pour faire de l'électricité et pour faire de la sidérurgie, parce que le charbon a un énorme pouvoir calorifique. Le pétrole, il est utilisé dans les transports, ça vous en doutiez. Pour la pétrochimie, parce qu'on fait encore du plastique. Pour les industries et les usages énergétiques, on se chauffe encore au fioul. Et le gaz, on l'utilise principalement pour des usages énergétiques. Mes grands-parents se chauffent au gaz. L'industrie, pareil, pour notamment l'industrie du ciment et pour faire de l'électricité. Alors là, je me suis focalisé juste sur l'électricité parce que je trouve que c'est le plus parlant. L'énergie, c'est quand même assez, c'est pas palpable, je trouve. Alors que l'électricité, on y fait affaire, on va dire tous les jours. Là ici, c'est suivant les différentes régions dans le globe, la production d'électricité en fonction des sources d'énergie. Donc nous, on reprend les 3 couleurs, hein, c'est les mêmes, les trois couleurs qui nous intéressent, c'est le vert, le rouge, le gris. Si on les regroupe en toutes grises, parce que les 3 polluent, les 3 sont des énergies fossiles. En fait, on voit très bien que de partout dans le globe, déjà, l'électricité est directement reliée aux énergies fossiles. Et même pire, c'est que si on fait une moyenne, on a plus d'1 kWh sur 2 qui est directement relié aux énergies fossiles. Au Moyen-Orient, 90% de leur électricité est faite à partir des énergies fossiles.
L'Afrique, c'est presque 80. C'est l'Europe, on est à 40. Donc, bien évidemment que là, il va falloir qu'on fasse de l'efficacité énergétique, mais il ne faut pas en faire parce que c'est vendeur, parce que c'est écolo-friendly. C'est parce que à chaque fois qu'on fait une surconsommation, à chaque fois qu'on ne peut pas réduire ou à chaque fois qu'on utilise simplement de l'électricité, à côté de ça, on a des émissions de gaz à effet de serre. Mais attention là-dessus, parce que l'efficacité énergétique, il faut qu'on fasse attention aux usages. Pour vous expliquer ça, nous en tout cas, c'est ce qu'on pense dans le collectif. Si je remplace mon frigo classique par un frigo connecté, si je remplace ma plante classique par une plante connectée, j'aurais beau être le meilleur ingénieur du monde, j'aurais beau construire des pièces, des composants électroniques les moins énergivores, je ne pourrais pas me soustraire à la physique, dans le sens où quand je branche une plante, elle va consommer plus que si je ne la branchais pas. Donc, il faut qu'on fasse bien évidemment attention à l'usage. Il ne faut pas que ça stimule une consommation. Allez, j'achète et je produis des biens de consommation parce qu'en plus, ils ne sont pas énergivores. Il y a l'efficacité énergétique. C'est parfait, on se lance là-dedans. Non, il faut quand même qu'on fasse attention aux usages. Donc, il faut qu'on l'oriente, cette efficacité énergétique, pour améliorer les produits existants. Et puis, il faut qu'on l'utilise pour développer des nouveaux produits, mais cette fois-ci qui répondent aux besoins de la population. C'est faire de l'efficacité énergétique pour l'agriculture, oui. Faire de l'efficacité énergétique pour le taxi volant, non. Il ne faut juste pas construire le taxi volant. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. Ça, c'était le premier problème. Deuxième problème, le poids environnemental et social des matières premières. Alors ça, c'est le sujet qui me tient à cœur. C'est à chaque fois, on nous parle de poids économique. Et nous, on nous parle sans arrêt d'économie, même dans nos cours. Il faut qu'on réduise la taille de nos composants parce que ça coûte moins cher. Tout ça. Mais en fait, ce poids économique-là, c'est peanuts à côté du poids environnemental et social qui, là, coûte vraiment à la planète. Et c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, pour vous imager un petit peu ça, on a choisi quelques matières premières. Donc, on a choisi les métaux, parce que nous, en tant qu'ingénieurs, et surtout à Felma, on va vraiment être en lien avec les métaux. C'est-à-dire qu'on soit dans des filières électroniques, qu'on soit dans des filières informatiques ou dans les filières matériaux, on va forcément être à un moment concerné par les métaux. Du coup, voilà, on vous liste une petite 5, mais c'est ridicule, il y a une cinquantaine de métaux. Et le problème, c'est que ces métaux-là, on ne les retrouve pas sous cette forme-là dans la nature. On ne retrouve pas des barreaux de cobalt, on ne retrouve pas du cuivre torsadé directement comme ça, posé sur Terre. On retrouve tous ces métaux sous forme oxydée et sulfurée dans du minerai. Et donc, entre les deux, on est venu construire des usines de traitement de minerais, on appelle, pour venir du coup séparer le métal de la roche. Et donc là, on ne va pas détailler là-dessus, sur les usines de traitement, parce que ce n'est pas si compliqué, mais c'est juste qu'on n'a pas le temps. Mais voilà, c'est soit on fait de l'hydrométallurgie, soit de la pyrométallurgie. C'est d'un côté très énergivore, de l'autre côté, c'est très, très polluant en termes de transformation de la roche. Donc, du coup, voilà. Mais je vous pousse vraiment à vous renseigner là-dessus parce que c'est vraiment passionnant et vraiment pas compliqué. On va juste aborder cette image qui est en dessous, là, où on voit en fait la quantité, on va essayer de quantifier un peu la quantité d'eau qu'on utilise pour justement séparer les métaux du minerai, où là, c'est vraiment délirant. Alors, on va juste vous présenter le cas du cuivre. Dans l'atelier que je ferai tout à l'heure, on va aller un peu plus loin dans les matériaux, mais là, on n'a pas beaucoup le temps. Alors, le cas du cuivre, imaginons que voilà, je suis industriel ou je suis simplement ingénieur, j'ai besoin de cuivre, ne serait-ce que pour faire la transition énergétique, on va en avoir besoin beaucoup. Donc, j'ai besoin de cuivre pour faire fonctionner mon appareil, sauf que pareil, je n'ai pas ce cuivre directement sous cette forme. Je ne l'ai pas sous forme torsadée. Alors, du coup, je pars du début. On va essayer de retracer un peu la chaîne de fabrication. Alors, le cuivre, on le trouve principalement. Nous, on a choisi d'aborder la mine de cuivre au Chuquicamata. Pourquoi cette mine-là? Parce que 40% de notre cuivre vient de cette mine-là. C'est-à-dire que quasiment 1 kg sur 2 de cuivre provient du Chili. C'est pour ça qu'on se focalise là-dessus. Alors, ce qui s'est passé dans cette mine-là de cuivre, c'est que, pour vous montrer un petit peu, on a besoin d'énormément d'eau, justement, pour venir rincer la roche et faire les procédés chimiques derrière. De séparation de la roche avec les métaux. Donc, on a besoin énormément d'eau. Ce qu'ont fait les industriels, c'est qu'ils sont venus pomper dans les nappes phréatiques, du coup, l'eau douce, pour venir faire les transformations à côté et venir récupérer le cuivre. En fait, ils l'ont tellement fait qu'ils ont complètement asséché les nappes phréatiques, et ça sur du long terme. Donc, du coup, il y a déjà des problèmes sociaux qui apparaissent, parce que les populations, du coup, se sont retrouvées avec des puits à sec. C'est quand même problématique. Bon, ce n'était pas la priorité totalement des industriels, ce qui fait qu'ils ont trouvé des solutions pour continuer l'exploitation de la mine et ils ont construit d'énormes pipes,
150 km pour aller récupérer l'eau directement dans l'océan Pacifique. Sauf que là, vous imaginez bien que ce n'est pas 3 gouttes, quoi. C'est l'équivalent, c'est l'ADEME, on a réussi à trouver ce chiffre-là, c'est l'équivalent de 9 mètres cubes par seconde, ce qui fait 9000 litres par seconde. Et le pire, c'est que c'est moyenné sur une journée, ça fait quand même 3 fois la consommation du Grand Lyon. 3 fois la consommation du Grand Lyon pour rincer des pierres, rincer de la roche, quoi, grosso modo. Ce qui se passe, c'est que l'eau qui arrive du Pacifique, elle est salée, et nous, on veut de l'eau douce. Du coup, ils ont construit une usine de désalinisation. Et celle-là, cette usine de désalinisation, elle ne marche pas avec 3 ouvriers, on va dire, qui pédalent. On a besoin d'énormément de puissance pour faire tourner cette usine-là. Et donc, du coup, ils en ont construit une autre à côté, mais cette fois-ci, une usine de charbon, une usine électrique, pour produire l'électricité, l'usine de désalinisation. Et le charbon provient de Nouvelle-Zélande et de Colombie. Donc là, on voit juste très rapidement que utiliser du cuivre, c'est pas une simple affaire, on va dire, et que le cuivre n'est pas complètement neutre, mais en fait comme tous les autres métaux. Donc à chaque fois, nous, en tant qu'ingénieurs, à chaque fois qu'on va être amené à utiliser des métaux, il faut qu'on pense à tout ça, il faut qu'on pense au point de départ, la mine, et comment, à partir de la mine, on arrive à nous, le cuivre qu'on peut utiliser en tant qu'ingénieur. Donc là, clairement, quand on voit cette slide-là, on n'a pas envie d'utiliser des kilos et des kilos de cuivre. On a envie d'être sobre. Alors, pour vous illustrer quand même les pollutions atmosphériques, parce que là, je vous ai montré, il y a une usine à charbon du coup, qui a été construite, mais on a aussi toutes les pollutions minières en fait, liées au cuivre. Alors, pour vous montrer ça avec cette slide, donc là, je vous ai mis là, sur la carte le petit point qui représente la mine du Chuquicamata, qui est juste à 4 heures de route de la grande ville, le grand port international qui est Antofagasta. Alors, ce que nous disent un petit peu les médecins au Chili, ils nous disent que dans le centre du Chili et dans le sud du Chili, on meurt de maladies cardiovasculaires. Une maladie complètement banale dans le monde. On meurt de maladies cardiovasculaires. Et ben, autour de la mine du Chuquicamata, on meurt du cancer du poumon. On a une personne sur 10 à Antofagasta quand même, à 4 heures de route, 10% de la population qui meurt de manière complètement prématurée du cancer des poumons. Je trouve ça juste dingue, quoi. Et à côté de ça, le prix du cuivre, pour vous montrer que le poids économique, moi je trouve, n'a aucune valeur en fait. 1 kg de cuivre aujourd'hui, c'est 6,2 €. 1 kg de cuivre. Avec toutes les pollutions qu'on a vues derrière et avec tous les problèmes sociaux qui s'imposent à l'utilisation du cuivre. Pour comparer ça, on a eu en 2020 des prix du kilo de cerise qui montaient entre 7 et 8 € le kilo. Donc, on a aujourd'hui la cerise, le kilo de cerise, qui est complètement neutre en termes de carbone sur la planète, qui coûte plus cher qu'un kilo de cuivre. Kilo de cuivre qui impacte du coup les populations parce qu'elles meurent du cancer du poumon. Et en plus, on a des pollutions minières. Vous imaginez le truc? C'est pour ça que moi, je trouve qu'un kilo, raisonner en termes économiques, ça n'a juste aucun sens. Là, on a vu la mine, on a vu la mine industrielle. Il y a aussi des mines artisanales. On ne détaille pas. On a pris l'exemple de la République démocratique du Congo parce qu'on a encore des articles qui sont tombés en février 2020. Et donc là, ce qu'on fait au Congo, c'est que ce sont des mines principalement, on a une grande partie des mines qui sont artisanales, c'est-à-dire que voilà, c'est les ouvriers descendent pieds nus avec une pioche sur l'épaule, dans des conditions qui sont du coup très compliquées. Et en fait, on apprend avec Fairphone que dans le monde, on a encore en 2020 1 million d'enfants qui travaillent dans les mines. Juste en République démocratique du Congo, on a 40 000 enfants qui travaillent dans les mines, principalement pour aller chercher du cobalt, du coltan, du lithium, de l'or. Donc, il faut penser aussi au poids social des matières premières. Bon, les pollutions, elles sont à l'échelle de la planète. Je vous ai parlé du Congo et du Chili, mais en fait, c'est partout. De toute façon, à partir du moment où on a une mine, on a forcément des pollutions et on voit en plus que ces pollutions arrivent dans les pays du Sud qui, eux, acceptent ces pollutions-là. C'est-à-dire que nous, on a complètement fermé nos mines en Europe parce qu'on ne voulait pas cette pollution, mais on est très content qu'il y ait des gens qui piochent dans les mines pour nous acheminer, pour qu'on puisse avoir accès à ces ressources-là. Du coup, voilà, il ne faut plus qu'on joue avec nos matières premières. En tout cas, c'est ce que nous, on pense dans le collectif. Il faut qu'on devienne sobre, en tout cas, il faut qu'on devienne responsable maintenant dans l'utilisation de nos matières premières. C'était le deuxième problème. Et dernier problème, les ressources qui sont limitées. J'avais commencé à parler un petit peu. Est-ce qu'on a assez de ressources? C'était quand même ça la grande question qu'on s'est posée. On a l'Institut d'études géologiques des États-Unis qui ont fait cette très belle infographie. Et en fait, on voit qu'on a une quinzaine de métaux
qui ne tiennent pas le demi-siècle en termes de rentabilité des mines. C'est-à-dire que si je prends le cas du rythme actuel de production, si j'estime qu'on n'a pas une demande qui explose liée à la transition écologique, et notamment énergétique, ce qui est déjà assez ambitieux, mais si on se dit qu'il n'y a pas de boom, voilà, on a une quinzaine de métaux, dont l'antimoine, le plomb, l'or, le zinc, qui d'ici moins de 50 ans, deviennent absolument plus rentables. Enfin, en tout cas, le fait de les extraire des mines. Donc voilà, donc déjà, ce premier graphe est assez parlant, je trouve. Ce que nous dit l'ADEME en plus de ça, c'est que, donc là, elle nous montre, mais je vais aller très vite en fait sur cette slide, mais elle nous dit par exemple le cuivre qu'on voit ici, le cuivre, si on prend en compte la consommation en 2016 liée aux ressources qu'on avait en 2016, on a 40 ans de réserve de cuivre. Par contre, si en plus de ça, on ajoute la croissance de la demande du cuivre, c'est-à-dire que chaque année, on demande 3% de plus de cuivre, 3% de plus de cuivre, et bien en fait, non, il ne nous reste pas 40 ans de cuivre, il nous en reste 24, 25. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a évidemment un boom qui va se produire et que du coup, nos ressources sont limitées et que ça va être finalement nos prochaines limites. Là, on a les métaux sensibles, si on ne trouve pas d'autres réserves, qu'on retrouve ici. Donc, il y a notamment le plomb, le zinc, l'argent, etc. Alors, bien évidemment, ce nombre, le fait que les ressources soient limitées, elle est directement liée au nombre de consommateurs. On le voit très bien sur ce graphe. Ce graphe représente l'évolution de la démographie sur le globe depuis les débuts de la sédentarisation de l'humain. Et en fait, on voit qu'on a une croissance qui est juste énorme, mais depuis les dernières années, c'est-à-dire que depuis 1930, on ajoute 1 milliard de personnes de plus tous les 12 ans. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on est nombreux à vouloir sa part du gâteau, et plus on termine vite le gâteau. C'est aussi bête que ça, en fait. Donc voilà, on voulait vous montrer ce graphe. Et c'est vrai que la démographie, on n'en parle vraiment pas assez, moi, je trouve. Et pourtant, c'est très problématique. Et la croissance démographique, elle ne viendra pas de l'Asie. Ça, c'est une vue de l'esprit, même s'ils sont très peuplés maintenant. L'Asie, en 2080, elle est vieille, elle est malade et elle a les pieds sous l'eau. Donc la croissance, elle ne viendra pas de l'Asie. La croissance, elle viendra de l'Afrique. Et je voulais absolument appuyer là-dessus, sur le fait qu'il va y avoir une demande pour le continent africain qui va juste être incroyable en termes de développement. Donc, c'est là où les enjeux arrivent. C'est l'Afrique. Alors, du coup, voilà, on est très loin du modèle circulaire. Le modèle circulaire, qu'est-ce que c'est? C'est déjà commencer par faire de l'éco-conception, c'est-à-dire rendre les produits responsables déjà par les matières premières, mais c'est surtout de les rendre recyclables et réparables pour qu'ils puissent en fait continuer à tourner dans cette boucle vertueuse. Après, c'est consommer de manière responsable et puis du coup collecter, réparer, réutiliser et faire du recyclage. Alors bien évidemment, ce modèle-là circulaire, il ne fonctionne pas sur un diapo tout blanc. Il fonctionne parce qu'il y a une biosphère derrière, parce qu'il y a l'environnement, et il fonctionne parce qu'on a une planète qui est vivable. Mais dans tous les cas, le modèle circulaire, pour qu'il fonctionne, il aura toujours besoin de matière et d'énergie en entrée, quoi qu'il arrive, et on produira forcément des déchets en sortie. C'est une usine, la meilleure usine qui est éco-conçue, elle fera toujours des déchets. Aujourd'hui, même les usines qui ont des normes environnementales qui sont les plus élevées fabriquent et rejettent forcément des déchets. Donc, ce n'est pas complètement neutre le modèle circulaire, même si c'est bien plus vertueux qu'un modèle linéaire. En tout cas, ce qu'il faut qu'on pense aussi, et moi je trouve que ce n'est pas assez, dans les confs qu'on a vus, ce n'était pas assez développé, c'est qu'il faut qu'on pense le modèle circulaire, mais dans sa globalité. Pour vous montrer ça, imaginons que c'est le cas, moi j'ai un iPhone 7 et que je casse mon écran. Bon, du coup, si je me mets à rêver 5 secondes, je me dis, Apple a prévu que mon écran se casse à un moment, et donc du coup, je peux changer facilement mon écran et moi-même. Donc, je change mon écran, et du coup, je récupère mon téléphone qui fonctionne. Donc là, c'est bien, je suis rentré déjà dans un modèle un peu plus circulaire, parce que je réutilise tout le bâti. Il y a juste l'écran que j'ai changé. Mais pour rentrer vraiment dans le modèle circulaire dans sa globalité, il faut maintenant que l'écran qui est cassé, il faut maintenant que je le retransforme et que je récupère les matières premières qui fabriquent, qui composent plutôt l'écran. Donc, il faut que je récupère l'indium, le silicium, l'aluminium notamment. Et il faut qu'après, ces matières-là soient réincluses dans la boucle, dans d'autres usages. Et donc là, à ce moment-là, je serais vraiment rentré dans un modèle circulaire complet. Bon, par contre, l'économie circulaire, elle n'empêche pas les fuites. Je vais très vite là-dessus, dans le sens où on a quand même des usages dispersifs. Ça dépend des productions, mais on a des usages dispersifs qui font que dans tous les cas, on va perdre des matières premières. Et un des exemples,
des usages dispersifs, c'est le sulfate de cuivre, qui est la composition, qui nous permet de fabriquer par exemple la bouillie bordelaise qu'on vient asperger dans les vignes et sur les pêchers notamment. Donc à partir du moment où on a pris le sulfate de cuivre et qu'on l'a mis dans la bouillie, qu'on a fabriqué la bouillie bordelaise et qu'on a épandu ça, c'est fini. On ne viendra pas récupérer le sulfate de cuivre. C'est pareil pour l'oxyde de titane qui nous permet de faire cette couleur blanche dans les peintures et qu'on retrouve aussi dans les produits cosmétiques, notamment dans les crèmes solaires. Et donc, du coup, voilà, à partir du moment où c'est introduit dans ces produits-là, c'est fini, ça ne rentrera plus dans la boucle et c'est de la matière première qu'on aura perdue. Bon, alors du coup, on est bloqué dans de l'économie linéaire parce que ça fait quand même un moment que les scientifiques sonnent l'alarme, on va dire, et pas grand-chose qui bouge. Alors pourquoi? On a trouvé 2 raisons. C'est déjà qu'on n'a pas assez développé les filières de recyclage. Alors pour vous le montrer, en 2018, ça c'est l'ONU qui nous le dit, en 2018, juste sur les déchets électriques et électroniques, on a produit l'équivalent de 50 millions de tonnes, ce qui représente quand même 4500 tours Eiffel. 4500 tours Eiffel. Sur ces 4500 tours Eiffel-là, il y a seulement 20% des métaux qui sont tenus dans ces déchets qui sont passés par des circuits de recyclage. Quand même la partie la plus faible, c'est-à-dire qu'il y a 80% qui n'est pas passé par des circuits de recyclage. Et donc, c'est ce que nous explique la Banque mondiale, c'est que les 80% qui restent, ils sont en fait envoyés illégalement dans les autres pays en développement. Alors ça, c'est les chiffres mondiaux. Alors, on s'est dit, bon, peut-être qu'en France, on fait quand même un peu mieux. Bon, on a quand même une valeur, une conscience écologique qui est peut-être plus marquée que dans d'autres pays. Mais en fait, on a été encore là très déçus. On a récupéré le rapport de l'ADEME sur justement ces idées-là, sur les déchets électriques et électroniques, l'équipement. Et donc, en fait, on voit qu'ici en France, on a produit plus de 1 600 000 tonnes de ces déchets en 2018. Et donc, en fait, l'ADEME se gargarise d'avoir un recyclage de 73%. Mais quand on lit les petites lignes du rapport, en fait, on voit qu'on a un taux de collecte de 45. Donc, c'est déjà qu'on ne collecte même pas un déchet sur 2. Et qu'en plus de ça, dans les 73% de recyclage, sur le taux de collecte, il y a 20% qui part à l'export. Où là, les normes environnementales ne sont pas tout à fait les mêmes et où ce n'est pas très surveillé, on va dire, pour aller très vite dans le raisonnement. Donc, en fait, quand on refait les calculs, on se rend compte que le taux de recyclage il est autour de 27 à 30%. Donc, ça veut dire que de l'autre côté, on a un taux de décharge de 70. Donc, en fait, on ne fait pas bien mieux que la moyenne mondiale. Donc, tout le reste part à la poubelle, part à l'export hors de France, dans des zones de recyclage non officielles, on va vous montrer. Et généralement, c'est détruit, c'est incinéré. Alors voilà la destination favorite de nos déchets. C'est les photos qui datent de janvier 2020, donc c'est il y a quelques mois. Et donc voilà, c'est les décharges au Ghana principalement. Donc on voit ici la quantité phénoménale de déchets qui arrivent dans ces décharges-là, où je vous laisse admirer en fait les technologies de pointe qu'on a pour recycler nos déchets électroniques et électriques. En fait, non, sérieusement, on a ce qu'on appelle du recyclage informel. On vient simplement cramer les objets pour récupérer le cuivre parce que c'est présent abondamment. Et on voit aussi, c'est horrible, on n'a pas mis des images parce que je pense que c'est suffisant, mais on voit vraiment des ouvriers au Ghana qui sont là, qui mettent les mains dans des bains d'acide pour aller récupérer l'or, mais les mains, à main nue, sans gants, mais pour venir récupérer quelques paillettes d'or dans des déchets électriques et électroniques. Donc voilà la contrepartie, c'est-à-dire que nous, on peut faire des super produits, des super projets et tout ça, on peut éco-concevoir, mais à côté de ça, si on ne réfléchit pas aux usages, de pourquoi on fait tout ce qu'on est en train de faire, et en tout cas, si on ne fait pas comme il faut, c'est-à-dire si on ne rend pas recyclables plutôt tous nos objets, ça peut potentiellement arriver dans ces décharges-là. Ça, c'était le premier problème. Enfin, oui, la première raison. Deuxième raison, c'est qu'on a complexifié les objets. Donc, on vous prend l'exemple du téléphone. En 1950, on avait 12 métaux dans le premier téléphone fixe. Premier GSM, on avait 29 métaux en 1990. Et moi, dans mon iPhone 7, il y a environ 55 métaux. Alors, les 55 métaux, les voici à peu près. C'est une super infographie d'Ingénieurs sans frontières. Donc, on retrouve de tout. Du cuivre, du phosphore, du zirconium, du bore, du vanadium, du phosphore, phosphore, je l'ai déjà dit, du barium. Bon, bref. Et le problème, c'est qu'en fait, on recycle quasiment rien. Donc là, la Commission européenne, elle nous l'a confirmé en 2018. Nous recyclons ainsi à peine plus de 1% du baril, du beryllium, du gallium, de l'indium, du phosphore, du tantal, du germanium, du silicium. Il y a énormément de métaux qu'on ne peut pas tout lister ici, mais qui en fait sont recyclés de manière quasiment nulle.
Et en fait, on les retrouve ici, dans le tableau périodique des éléments, on retrouve ces métaux-là. Donc, évidemment, on a quelques métaux ici en bleu qui sont très recyclés, au-delà de 50%, parce que c'est des métaux qui sont utilisés abondamment. On utilise beaucoup de cuivre, de zinc, d'argent, de nickel, de cobalt. Donc là, on essaye de lancer des filières de recyclage derrière. Mais pour tous les autres métaux, et notamment les terres rares, on a un taux de recyclage qui est nul, peanuts. On ne recycle pas. Donc, à partir du moment où on extrait de la terre, de la croûte terrestre, hop, ce sera jeté à un endroit. Alors, donc là, on a vu la complexification en termes de métaux, mais il y a aussi une complexification mécanique. Et ça, on voulait vous le montrer très rapidement. J'ai pris l'exemple de l'Olympus Trip 35. Donc, date de sortie 2005-2006. L'Olympus Trip 35, il faisait, dans sa composition, si on prend la vue éclatée, 40 pièces. Il fait 40 pièces. Donc, il nous permet de prendre des photos et il est composé simplement de 40 pièces, ce qui fait que si une des pièces se casse, on peut très bien imaginer de lancer une filière derrière de recyclage déjà, efficace. Et puis surtout, on peut très bien se dire, voilà, on fournit des pièces détachées aux consommateurs pour qu'ils puissent réparer eux-mêmes leur appareil photo. Ça devient complètement jouable de réparer une lentille ou de réparer ne serait-ce que même le bâti, parce que c'est très simple en fait dans la construction. Bon, et à côté de ça, 3 ans plus tard, sort le Nikon D700. Et là, le Nikon D700, il faut une année de césure pour compter le nombre de pièces. Donc là, on voit très bien que décider de donner, c'est complètement impensable de donner des pièces détachées comme ça aux consommateurs pour qu'ils viennent réparer. Là, ici, cet appareil photo-là, il va bien évidemment pas être réparé par les consommateurs quand il va être cassé. Il va être difficilement recyclé, vous imaginez bien, parce qu'arriver à séparer tous les composants et arriver à les lancer dans des filières différentes, ça paraît être quand même assez compliqué. Séparer le plastique des métaux, déjà, il faut le faire. Donc, du coup, très clairement, ce Nikon D700, il ira au Ghana. Grosso modo, il ira au Ghana. Alors, du coup, c'est super, hein, on prend des meilleures photos. Mais à côté de ça, le prix, c'est que toute l'énergie qu'on a mis pour fabriquer cet appareil photo, elle va finalement se destiner à polluer des nappes phréatiques au Ghana, à polluer et à rendre la vie. Imaginez bien les taux de cancer au Ghana, c'est même pas besoin de mettre de chiffres là-dessus, quoi. Donc voilà, on ne pense pas assez finalement à l'arrière, c'est-à-dire à prendre du recul sur l'innovation et à se dire, voilà, l'appareil photo, il est super, il y a des belles technologies, mais à côté de ça, la fin de vie est complètement oubliée. Et donc voilà, nous, c'est un peu ce slide aussi que je voulais vous montrer, dans le sens où moi, je suis arrivé à Felma et je me suis dit, voilà, un bon ingénieur, c'est un ingénieur qui va faire des produits hyper complexes, hyper à la pointe de la nouvelle technologie. On va essayer de miniaturiser tout et faire des produits hyper innovants, hyper compliqués, hyper complets. Plus le temps passe et plus moi, je remets en question cette mentalité-là. Juste le Samsung S20, pour vous montrer ça, le Samsung S20, on a un microprocesseur 7 nanomètres octo-cœur, c'est plus que le MacBook, là, avec lequel je suis en train de vous parler. On a 4 appareils photo parce qu'un seul, c'était bien évidemment pas suffisant. Vous imaginez bien. La Wi-Fi, la 4G, le Bluetooth 5.0, parce que le 4.0, il est nul. Le NFC, le GPS, on a toute une pelletée de capteurs d'empreintes digitales, le Face ID, on a eu le capteur d'iris, le baromètre, l'accéléromètre. Bon, voilà, mais c'est super, mais plus on rajoute des capteurs et plus on se complexifie la fin de vie de nos produits. Et donc, du coup, en fait, on se tire une balle tout seul dans le pied, c'est super, mais à la fin, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces matières-là, à part les broyer et les envoyer au Ghana, grosso modo. Donc voilà, nous, on est vraiment dans cette remise-là un peu en question de l'innovation. Donc, bien évidemment, nous, il faut qu'on travaille dans les performances de tri et de démontage. Là, ici, on voit la chaîne de recyclage qui commence par la collecte et qui se termine du coup par de la métallurgie. Mais au milieu, il y a les performances de démontage. Et pour justement qu'on ait des bonnes performances de démontage, il faut que nous, déjà, en amont, on éco-conçoive. Il faut qu'on fabrique des téléphones, c'est l'exemple de Fairphone, qui soient, par exemple, réparables, c'est-à-dire qu'on puisse détacher la batterie, on puisse détacher l'appareil photo, on puisse détacher le bâti qui est lui en plastique pour aller l'amener dans des filières différentes, etc., etc. Il faut qu'on facilite maintenant le recyclage parce qu'on voit qu'il est très impactant sur la planète si on n'arrive pas à le mettre en place. Bon, c'était les travers de la société. Je suis vraiment désolé parce qu'on a dû sélectionner des infos, on n'a pas pu tout dire, mais c'est juste histoire d'avoir une vision un peu, c'est même pas global, hein, c'est absolument pas exhaustif, mais voilà, on a choisi quelques infos. Bon, alors du coup, maintenant, on va passer aux impacts environnementaux, mais assez rapidos, pour vous montrer que les travers de la société, elles impactent quand même notre environnement. C'est l'environnement qui nous permet quand même de vivre sur Terre. Alors, on s'est déjà posé la question au début du collectif. On s'est dit, mais on parle sans arrêt du réchauffement climatique, on
on en est à où en termes de température? Bon, et ben, si on regarde les températures, on s'est tapé le GIEC, donc le rapport de 2019. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà pour étudier les températures, on se base toujours par rapport à la période pré-industrielle, donc c'est-à-dire la période 1850-1900, c'est cette période-là où on n'utilisait pas encore massivement les énergies fossiles pour faire tourner nos usines. Donc c'est pour ça qu'on a une moyenne autour de zéro, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de réchauffement climatique à ce moment-là. Et à partir de 1900, à partir de 1930, où on a vraiment le début de l'industrialisation, on voit qu'on a une accélération des montées de température. Là, il y a deux courbes. Donc il y a une première courbe en haut qui est la température à la surface de la planète, et l'autre courbe qui donc la température de la surface aussi, mais qui prend en compte la température de l'océan. Et elle est un peu plus basse celle-là parce que les océans se réchauffent simplement moins vite. C'est tout. Nous, on va prendre la moyenne basse, donc on va dire qu'aujourd'hui, on est à 1,2 degré de réchauffement climatique. Ça, c'est acté. Là, aujourd'hui, on en est à 1,2 degré de réchauffement climatique. Alors, 1, 2, 4 degrés, est-ce que ça change grand-chose? C'était la question qu'on se posait. Bon, dans le GIEC, ils nous disent très clairement que oui. Mais oui, mais de manière dramatique. Aujourd'hui, on n'a pas encore senti le réchauffement climatique. 1,2 degré, c'est peanuts. Le réchauffement climatique, il arrivera à 3, 4 degrés, et là, ce sera trop tard. C'est ce que nous disent les scientifiques. Alors, clairement, ici, ce que nous a représenté le GIEC, c'est 7 grandes problématiques sociales et environnementales. Donc, on a la dégradation du permafrost, on a les feux de forêt, on a la perte de végétalisation, on a les crises alimentaires. Et en fait, on voit ici un espèce de baromètre où on voit, suivant les températures, le taux c'est-à-dire le pourcentage, en tout cas le risque, on va dire voilà, le pourcentage de risque qui va arriver. Donc en fait, quand on est à violet, on est quasiment sûr, c'est-à-dire à 80-90% que ça va arriver. Et quand on est sur du jaune, on est plutôt à un risque modéré, c'est-à-dire qu'on est à 30% de chances que ça arrive. Déjà 30%, c'est important. Je n'ai pas forcément envie de prendre ce risque. Ce qu'on voit ici, c'est qu'à 2 degrés, donc la dégradation du permafrost, c'est acté. Permafrost, quand ce sera acté, ça va accélérer le réchauffement climatique. Ça, je ne le détaille pas, je pense qu'on est tous au courant là-dessus. Donc là, c'est acté. Donc à partir de 2 degrés, on aura une accélération encore plus que celle actuelle du réchauffement climatique. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'à 2 degrés, les crises alimentaires, c'est acté. Ça va nous impacter forcément. Et le problème, c'est que toutes les grandes révolutions dans ce monde ont commencé par des crises alimentaires. C'est nous, en tout cas, la révolution de 1789, ça a commencé par l'augmentation de la hausse du prix du pain, déjà, et parce qu'il y en avait des inégalités, donc du coup, ça a accéléré l'emballement, on va dire, politique et le retournement de situation. Mais c'est exactement ce qui s'est passé pendant le printemps arabe, là, plus récemment, où à cause des pertes de rendement dans l'agriculture, parce que déjà le réchauffement climatique avait fait son effet, parce qu'on a eu des pertes de rendement, parce qu'on a eu aussi un manque de précipitations, et ben, du coup, on a eu l'augmentation du prix de l'alimentation, notamment en Tunisie et en Égypte. Et donc, du coup, là, on a eu cette révolution qui s'est mise en place parce qu'on n'avait pas aussi de répartition des richesses. Donc, on voit là, ici, à 2 degrés, que les crises sociales vont juste être énormes. Ce que nous dit le GIEC, c'est qu'au maximum, on peut monter jusqu'à 4,9. Donc, on le voit ici, 4,9, tout est violet. Alors, foutu pour foutu, est-ce que je continue à vivre comme ça? En fait, non. C'est le GIEC qui nous dit quand même, ils font 2 scénarios. Un scénario avec le modèle actuel, donc le modèle business as usual, je continue comme ça à utiliser des énergies fossiles, et un modèle scénario résilience pour aller très vite. Donc là, c'est restreindre un peu la démographie, comme on l'a vu tout à l'heure, qui peut poser problème. C'est réduire les émissions de gaz à effet de serre et c'est faire de la coopération internationale. C'est faire que tous les pays maintenant s'entraident. Bon, on voit que si c'est le cas, si on arrive dans un scénario résilience, on arrive à estomper une grande partie des problèmes sociaux et environnementaux. Pour là, on a choisi la désertification, la dégradation des terres et les insécurités alimentaires. Donc, bien évidemment, on a il y a quelqu'un qui s'amuse sur le côté. C'est pas cool. Et donc, on a bien évidemment un rôle à jouer. Là, on le voit ici. Alors, du coup, à 2 degrés, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller très vite. Les feux de forêt. Ça, 2019, ça a été une année record, mais en fait, chaque année est record par rapport à la précédente. Sibérie, c'est la surface du Portugal qui a cramé. Australie, c'est 2 fois le Portugal qui a cramé. L'Amazonie, c'est 1 million d'hectares, 3 millions d'espèces végétales qui ont été impactées. Et l'Indonésie, bon là, c'est un exemple. L'Indonésie, c'est le plus intense en 2019 depuis 20 ans. Puis en plus, on a cramé de la tourbière, donc on a émis des gaz à effet de serre encore en plus par-dessus. Juste pour vous imaginer
l'impact des feux de forêt, parce que ça a un vrai impact en fait sur le climat, les feux de forêt. Quand on crame un arbre, il dégaze tout le CO2 qu'il a accumulé pendant sa croissance. Là, ce qu'on apprend, c'est que, donc ça c'est l'Institut d'observation Copernicus, juste en 2019, avec les feux de forêt, on a émis 6,375 milliards de tonnes de CO2. Qu'est-ce que ça représente? 6,375 milliards de tonnes de CO2. C'est ce qu'a émis la France, toute la France entière, les 60 millions d'habitants, pendant 14 ans. Je ne sais pas si vous imaginez le truc en termes d'équivalent CO2, quoi. Donc ça s'est rajouté. Donc c'est juste les feux de forêt, c'est 14. C'est comme si on rajoutait 14 France, en fait, sur la planète, qui émettent du CO2. Et tous ces feux de forêt se sont ajoutés, parce que même si les forêts continuent à cramer, l'économie continue à tourner. Donc ça s'est rajouté par-dessus les pollutions des autres pays. Bon, du coup, les sécheresses, on a une baisse de rendement énorme dans l'agriculture. En France, alors vous imaginez bien, en France, alors, si on a déjà des pertes de rendement en France, qu'est-ce que c'est en Afrique? Où déjà, on était en période de stress hydrique et de sécheresse, notamment au Zimbabwe. Là, nous, on a choisi le Zimbabwe parce qu'en février 2020, il y a un super article dans Le Monde qui est passé. Et cette agricultrice, elle nous le dit, elle nous dit en 2019, moi, j'ai réussi à récolter avec tout le village autour, donc toute la province, en fait, là où elle habite, ils ont réussi à récolter 15 à 20 kg de légumes pour nourrir une famille de 4 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Alors, elle dit, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre qu'on mange qu'une seule fois par jour. Donc, nous, ça fait mal au cœur, quoi. Et on a l'impression vraiment que ça, c'est une autre planète, en fait. Nous, on est bien lotis, on vit dans notre confort, mais à côté de ça, et notamment en Afrique, on a des gens on a de l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, quand on va à l'ouest, on a des pays qui sont surdéveloppés, où on ne sait plus quoi faire de notre argent, on met des écrans sur les façades pour stimuler encore plus la consommation. Et de l'autre côté, quand on va dans le sud, on a des gens qui mangent qu'une seule fois par jour. Donc c'est pour ça, nous, en tant qu'ingénieurs, il faut qu'on ait, je pense, cette vision globale du monde. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut penser à nous, comment on vit, mais il faut aussi penser à l'échelle de la planète. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense très, très humblement. Alors, on a quelques mauvaises nouvelles à annoncer à cette personne au Zimbabwe. Ça ne va pas aller de mieux en mieux. Les précipitations, elles vont varier énormément et suivant les régions. Dans un scénario résilience que vous voyez ici, c'est le scénario bisounours. On s'entraide de tous et tout ça. On a quand même au Zimbabwe une baisse de précipitations de l'ordre de 20 à 30% au Zimbabwe. On a sur l'échelle de la planète entre moins 20 et plus 20 de différence de précipitation. Et si on arrive dans un business as usual plus, c'est-à-dire que l'Afrique se développe avec les énergies fossiles, et ben là, on bouleverse complètement le climat de moins 40 à plus 50%. C'est-à-dire que là, on a des pluies intenses dans le Sahara. Ça n'a plus de sens, quoi. Et le problème, c'est que des pluies intenses dans le Sahara, on a l'apparition des criquets. Je vous pousse à vous renseigner aussi là-dessus, mais c'est pour ça que les criquets sont apparus avec cette invasion massive. C'est parce qu'il se met à pleuvoir dans des régions où il ne devait pas pleuvoir. Fonte des calottes glaciaires, je vais très vite. C'est l'exemple du glacier du Pisol en Suisse. C'est la différence d'image entre 2006 et 2018. Et là, les glaciologues nous disent ça ne sert à rien, il ne reste plus rien, on ne peut plus faire d'études. Donc, c'est pour ça qu'on a annoncé le décès du glacier. Et donc là, ce que nous dit l'ONU et le GIEC, c'est que plus les glaciers fondent et plus on a la hausse on a une montée des eaux qui devient de plus en plus importante. À 2 degrés, donc ça, c'est plutôt dans un scénario bisounours. À 2 degrés, on a une hausse quand même de 43 cm d'ici 2100. À 4 degrés, ce qui est un scénario tristement plus raisonnable à l'heure actuelle, au vu de l'évolution des directions des sociétés, on va dire, on tournerait autour de 84 cm à 1 mètre. Alors, bien évidemment, l'eau monte, ce n'est pas juste un peu moins de plage, quoi. C'est que, par exemple, Shanghai, on a à 4 degrés 80% de la population à Shanghai qui est constamment menacée par la montée des eaux. Donc, quand on est constamment menacé par la montée des eaux, on ne construit pas d'usines, on ne construit pas de logements, on ne fait pas de l'éducation, enfin, on ne construit rien, en fait. On ne fait pas de l'agriculture. Donc, c'est bien évidemment des gens qui vont se déplacer. Donc, 80% de la population de Shanghai qui se déplace. On a 50% de la population de Bombay qui se déplace. On a un quart de Rio de Janeiro, 40% du Lagos, un quart de New York. Là, c'est des villes qui sont à chaque fois surpeuplées, quoi. Donc là, on imagine déjà les mouvements de population qui vont juste être énormes, juste pour la montée des eaux. Là, ce graphe-là, il vous montre un peu l'accélération. C'est ça qui est important, c'est que tout s'accélère aujourd'hui. Entre 1993 et 2010, on prenait chaque année 3,5 mm.
Entre 2011 et 2015, c'était 4. Là, aujourd'hui, entre 2016 et 2020, on prend chaque année quasiment 5 millimètres de montée des eaux. Donc, on crie à chaque fois et nos chefs d'État crient et s'applaudissent quand il y a des accords comme à la COP 21, mais à côté de ça, ça continue d'augmenter. Donc, il y a une accélération et les politiques sont assez faibles, en fait, sont assez mous derrière tout ça. Donc, les perspectives de la crise sociale, comme je vous l'ai dit, elles vont être énormes. À 2 degrés bisounours, l'ONU, elle prédit 280 millions de migrants climatiques. 280 millions de migrants climatiques, c'est 4 fois la France. C'est 4 fois la France qui se déplace sur la planète. 2 degrés, c'est bisounours. Hein. Pour vous comparer ça, parce que 280 millions, moi, j'arrive pas trop à imaginer le truc. Bon, pour comparer ça à la crise migratoire européenne, donc c'est sud-nord, pendant le pic de la crise migratoire en 2015, c'était 1 million d'Africains. Et j'ai tristement envie de dire seulement 1 million d'Africains, c'est déjà beaucoup trop, mais c'est seulement 1 million d'Africains. Au total, c'est 3,5 millions d'Africains. Là, on parle de 280 millions de citoyens du monde qui vont être obligés de se déplacer. La jungle de Calais, où on en a fait des articles sur les médias français, et c'est passé souvent aux 20h, la jungle de Calais, c'est 7000 personnes. C'est cacahuète à côté de ce qui arrive. Si on décide de rien faire, c'est toujours pareil. Dans le meilleur des cas, 280 millions de personnes, c'est ce que je disais. L'ONU, elle nous dit par exemple, non, ce ne sera pas 280 millions de personnes parce que 2 degrés, ça va être difficilement atteignable. Ce sera plutôt 1 milliard de personnes qui vont être susceptibles ou même contraintes de se déplacer. Donc là, il va falloir qu'on imagine un petit peu toutes ces mouvances de population. Récapitulatif, on a vu les problèmes, très clairement, l'urgence climatique, les crises sociales qui vont arriver, la biodiversité, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais elle est bien évidemment en danger. On a vu le rapport de la WWF qui est passé. Du coup, on peut être amené à se questionner sur les modes de vie. Est-ce qu'on a vraiment un mode de vie adapté à notre planète, finalement? À côté de ça, avant de trouver des solutions, on l'a vu dans la première partie, on utilise les énergies fossiles aujourd'hui, donc il faut qu'on arrive à se séparer de ça. On vient de comprendre un petit peu le poids environnemental et social des matières premières, donc il faut qu'on réfléchisse avant d'utiliser ces matières premières-là au poids qu'elles ont. On a vu aussi la contrainte des stocks, il faut qu'on ait tout ça à l'esprit, et en plus il faut qu'on agisse vite. Alors maintenant, à partir de ces deux constats, comment on utilise au mieux nos ressources? C'est ça la grande question de l'ingénieur. Et ça commence par faire une analyse systémique. Donc, c'est ce que nous, on va essayer de faire dans l'atelier sur le véhicule électrique, c'est de faire une analyse systémique. C'est-à-dire, ce n'est pas l'ingénieur qui développe tout seul dans son coin un produit. C'est l'ingénieur qui, avant de développer dans son coin, entre guillemets, avec ses collègues dans des bureaux d'études son produit, il prend du recul sur l'impact que va avoir le produit, impact qui peut être positif comme il peut être très négatif. Donc, c'est faire des études systémiques, prendre du recul. Alors voilà, dernière partie, et là j'en ai pour 5 minutes. Je suis désolé, j'ai peut-être dépassé un petit peu. La grande question, c'est où devons-nous aller? Où devons-nous aller? Parce que là, je vous ai montré un peu que c'était dramatique et tout ça, et pour pas qu'on se tire une balle en plus du Covid, c'est maintenant, on va essayer d'être un peu optimiste et essayer de redevenir un peu actif en tant qu'ingé parce qu'on a un rôle à jouer. Alors, pour vous le montrer qu'on a un rôle à jouer, Ingénieurs sans frontières, ils nous l'ont dit dans un rapport qui date de 2014. Ce n'est pas la préhistoire non plus, mais c'est que ça commence à dater. Mais il nous est déjà à cette époque-là, les ingénieurs, ils sont dépeints en maîtres d'œuvre de la technique. On détient la technique. Donc, on va avoir un rôle énorme à jouer dans les nouveaux challenges en fait, du 21e siècle. Parce que nous, on connaît la technique, on sait jouer avec les chiffres et on sait faire des expériences, on sait analyser, on a tout ce recul-là de l'ingénieur. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à alimenter toutes ces capacités, ce savoir-faire pour le bien, on va dire. C'est quelque chose qu'on va essayer de développer. Alors, pour nous aiguiller, en tant qu'ingénieur, parce que maintenant, il est question de se dire où on va, pour nous aiguiller, en 2015, le gouvernement a mis en place la stratégie nationale bas carbone, la SNBC. Donc, je ne vais pas détailler tous les trucs, mais grosso modo, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette stratégie-là? C'est de se dire, maintenant qu'on a signé les accords de Paris, c'est super, on s'est tous applaudi, bon, maintenant, il va falloir quand même qu'on respecte ces accords. Et donc, du coup, pour cela, ils ont décidé des objectifs pour arriver à une neutralité carbone en 2050, pour pouvoir être capable, derrière ça, de rentrer dans les clous de l'accord de Paris. Neutralité carbone, ça veut dire que toutes les émissions dont on ne peut pas se soustraire, à partir du moment où on continue à faire de l'agriculture, il y aura forcément des émissions. Bon, et toutes ces émissions-là, il faut qu'on les compense par des puits de carbone. Donc, il y a donc tout le secteur forestier va se développer énormément. Mais il faut qu'on arrive justement à cet équilibre. En fait, il faut juste qu'on recrée l'équilibre de la planète. C'est-à-dire qu'avant qu'on arrive et qu'on utilise les énergies fossiles et qu'on se mette à tout cramer,
et ben, il y avait déjà un équilibre. C'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre d'un côté étaient captées par les plantes, par les végétaux notamment, et par les océans. Bon, et ben, en fait, il faut qu'on retourne à cet équilibre-là. Donc ça, c'est acté, hein, ce n'est pas des paroles en l'air, entre guillemets, même si la stratégie n'est pas contraignante, mais c'est acté dans le sens où c'est rentré dans la loi énergie-climat, qui a inscrit cet objectif de neutralité carbone. Et en fait, comment ça se passe, hein, le gouvernement a répertorié les 4 grands secteurs les plus polluants en France, qui sont les transports, l'agriculture, l'industrie et les bâtiments. Et ils ont attribué des quotas d'émissions suivant des périodes temporelles. Donc, entre 2019 et 2023, hop, les transports ont le droit d'émettre, par exemple, là, 128 millions de tonnes d'équivalent CO2. Bon, bah, quand on arrive en 2024, pour la période 2024-2028, et ben, en fait, ils ont le droit d'émettre maintenant plus que seulement 112 millions de tonnes d'équivalent CO2. Donc ça le fait. Et donc cette diminution, elle apparaît pour les 4 grands secteurs émetteurs, les plus émetteurs en France. Donc il est là notre nouveau cahier des charges, hein, de l'ingénieur. C'est que travailler dans ces grands secteurs-là, ça a du sens parce qu'il y a beaucoup de boulot. Travailler dans le secteur des transports, travailler à la SNCF, travailler à PSA, à Peugeot, à Citroën, pour essayer de construire les nouvelles voitures de demain, c'est-à-dire les voitures qui émettront le moins possible en étant le plus sobre possible, ça a du sens. Travailler dans l'agriculture de demain, la décarboner et la rendre plus résiliente, ça a du sens. Travailler dans les villes de demain, travailler dans les bâtiments, les rendre les rendre moins énergivores, travailler dans les matériaux pour qu'ils nous permettent de surpasser les pics de chaleur, par exemple, travailler dans les chauffages de demain. En fait, je vous pousse à vous renseigner vraiment parce que dans ces grands secteurs-là, ça a du sens et on vous pousse à faire des stages là-dedans. C'est là-dedans qu'il faut faire des stages. Juste moi, c'est mon avis, mais faire un stage dans le spatial, peut-être qu'on pourra en débattre tout à l'heure, mais faire un stage dans le spatial, c'est une aberration, quoi. C'est pas un secteur porteur, c'est pas un secteur de la transition écologique, c'est pas un secteur nécessaire pour le monde de demain. Par contre, faire un stage pour faire de l'agriculture raisonnée, viable, parce que les ingénieurs de FEMA peuvent travailler dans l'agriculture, ça a du sens. Les bâtiments de demain, ça a du sens. Donc, on vous pousse, je n'ai pas le temps de détailler, mais on vous pousse à vous renseigner là-dessus. Bien évidemment, il y a une nouvelle demande des consommateurs. Ça, c'est un truc qu'il faut que je pense qu'on ait tous à l'esprit. Moi, avant de me renseigner, je me suis dit, bon, bah voilà, il faut qu'on fasse des produits super et éco-responsables parce que voilà, c'est notre morale en tant qu'ingénieur. Mais au-delà de ça, il y a aussi les consommateurs qui demandent à consommer d'une meilleure manière. C'est rentré, on a pris les derniers sondages qui sont parus là en décembre 2019, il y a un an. Le réchauffement climatique et l'environnement est rentré dans les premières préoccupations des Français. Ça y est. Donc en top 1, on a le chômage et l'environnement, et après, on a l'immigration. Donc ça y est, ça rentre dans les mœurs, et maintenant, on se préoccupe de l'environnement. On a même un Français sur 2 qui considère qu'il faudrait modifier de façon importante les modes de vie pour pour limiter le changement climatique. Donc là, il y a vraiment un changement complètement de pensée. Et c'est l'exemple de Yuka, qu'on a tous. Moi, je l'ai téléchargé, Yuka au tout début, mais je l'ai fait comme les 12 autres millions de Français qui ont téléchargé Yuka en France, mais ces 12 millions de Français, ils ne l'ont pas téléchargé parce que le logo était joli. Ils l'ont téléchargé parce qu'il y avait vraiment une volonté derrière de consommer d'une meilleure manière, de consommer plus responsable. Justement, cette consommation responsable-là, 88% ils sont d'accord avec l'idée que les entreprises incitent à la surconsommation, c'est dingue. 86% qui pensent qui veulent vivre dans une société dans laquelle la consommation prend moins de place. Et on a même un Français sur 2 qui est favorable à la taxation carbone. Qu'est-ce que c'est la taxation carbone? C'est de se dire, OK, je suis d'accord pour payer cet objet plus cher si on m'explique qu'il pollue plus. Par contre, moi, je veux payer moins cher un produit qui pollue moins. C'est-à-dire que moi, le 1 kg de cuivre, je suis d'accord pour le payer non pas 6 euros, mais 40 euros. Par contre, le kilo de cerise, je ne veux pas le payer 7 euros, je veux le payer 1 euro. Là déjà, ça représente déjà plus le poids environnemental. Donc voilà la taxation carbone, grosso modo. Et justement, hein, donc là, nous, on s'est focalisé sur la France, mais il faut bien évidemment qu'on arrive à une vision très globale du truc. C'est-à-dire que le nouveau cahier des charges, il dépend de la géographie. Là, si on reprend la planète, le globe, évidemment, il faut qu'on fasse de la sobriété. On entend toujours parler de la sobriété en ce moment, mais la sobriété, ça concerne les États-Unis et l'Europe. On ne va quand même pas aller dire aux Africains d'être sobres, quoi, ou aux Indiens d'être sobres. En Afrique, en Inde et en Indonésie, c'est des secteurs à développer. Donc les grands pays ici surindustrialisés, surdéveloppés, ils font qu'on arrive à une sobriété pour réduire l'empreinte carbone. Mais à côté de ça, on a des régions complètes, on a des continents à développer parce qu'on n'atteint pas les plafonds sociaux.
Donc, il faut qu'on garde ça à l'esprit. Il faut qu'on ralentisse d'un côté, mais il faut qu'on accélère de l'autre. Pourquoi il faut qu'on accélère? Parce qu'à travers le monde, une personne sur 11 n'a pas accès à l'eau potable. Aujourd'hui, je ne sais pas si on se rend compte du truc, une personne sur 9 n'a pas assez à manger. Une sur 8 ne trouve pas de travail. Une sur 2, ça représente 3,8 milliards de personnes, vit avec moins de 5,5 $ par jour. Le monde aujourd'hui est juste pauvre. C'est pas vrai. Nous, on vit dans un confort qui est juste démesuré, mais on a l'autre moitié de la population qui est extrêmement pauvre. 70% des Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas stocker leur alimentation, qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux soins, qu'ils ne peuvent pas avoir accès à un emploi, parce que sans électricité, il faut quand même se lever tôt pour développer une industrie, etc. etc. Faire de l'éducation aussi sans électricité, il faut y aller. Donc, bref, voilà. Là, on voit qu'on a le cahier des charges, il est vraiment différent, mais selon les régions. Donc, l'ingénieur de Felma, c'est un ingénieur français, mais c'est avant tout un ingénieur monde, je pense. Donc, on a beaucoup de boulot à faire en France et en Occident, grosso modo, pour faire de la sobriété. Là, c'est très challengeant. Mais par contre, on a aussi beaucoup de boulot à faire en Afrique. On a une place en Afrique, en Inde, dans le reste du globe. Alors, ça, c'est ma dernière slide. C'est cette petite méthode qu'on a développée. Ça, c'est juste pour vous donner un peu des biais de réflexion. C'est juste notre point de vue. C'est très, très modeste. Ça ne veut absolument rien dire. Mais c'est une petite méthode qu'on a développée. Et justement, on vous invite à réagir là-dessus. C'est à chaque fois qu'on développe un nouveau produit, essayer de se donner maintenant quelques pistes pour essayer de le faire d'une meilleure manière possible. Alors, nous, on est assez d'accord dans le collectif pour dire qu'en tant qu'ingénieur, à chaque fois qu'on développe un produit, il faudrait qu'on se pose ces 4 grandes questions qui sont quoi, qui, fabrication, fin de vie. C'est pour ça qu'on l'a appelé la méthode 2Q2F. Et donc, ces 4 questions-là, elles correspondent grosso modo à se poser la question quoi. Je suis en train de fabriquer un produit, mais pourquoi? C'est quel besoin vraiment fondamental va répondre mon produit, pour quels usages? C'est qui je cible avec mon produit, quelles sont les populations qui sont ciblées et comment je le rends accessible. Et après, la fabrication, c'est avec quelle matière première? Est-ce que je peux utiliser des matériaux recyclés? Dans quelles conditions? Avec quelle technologie de production? Est-ce que je peux faire à température ambiante? Est-ce que je peux faire à pression atmosphérique? Est-ce que je peux faire de l'éco-conception? En tout cas, il faut le pousser. Est-ce que je peux utiliser des fournisseurs français? Il faut que je trouve aussi des possibilités locales, absolument. Avant de se renseigner, d'aller se fournir en Chine, il faut d'abord qu'on arrive à stimuler une économie locale. Il faut qu'on travaille en local pour réduire l'empreinte. Il faut qu'on réfléchisse aussi à la place de l'humain. Est-ce que ça vaut le coup que le produit que je suis en train de développer, qui est peut-être super, mais qu'il soit fabriqué dans une usine complètement robotisée, où il n'y a aucun humain? C'est ça aussi, l'éco-emballage, parce que c'est important. Et puis la fin de vie. Est-ce que mon produit sera réparable, recyclable? Est-ce que je pourrais fournir des pièces de rechange? Et comment je collecte mon produit? Donc voilà, c'est 4 grandes questions et on est vraiment, on vous pousse à réagir là-dessus pour étoffer cette méthode. Donc les conclusions, grosso modo, c'est à nous de choisir. Soit on décide de travailler dans le prochain smartphone à 1000, 1200 €, soit on décide de travailler à faire pousser des trucs qui se mangent dans un monde où en Europe, on a de moins en moins de précipitations. C'est très imagé, mais l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut tous qu'on travaille dans l'agriculture, il faut qu'on travaille dans tous les secteurs. Mais c'est grosso modo, c'est soit choisir de participer à la surconsommation ou soit de décider de travailler pour le bien commun. C'est vraiment ça qu'on questionne dans le collectif et c'est pour ça qu'on fait des articles, c'est pour remettre tout en question. Mais voilà, il faut qu'on soit fier d'être ingénieur parce qu'on a énormément de boulot et on a un rôle qui est juste énorme et on ne le dit pas assez dans les écoles d'ingé, mais on a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Et ce qu'il faut bien qu'on comprenne, c'est que tout notre savoir-faire, on peut l'articuler pour faire de l'écologie. Ça, c'est super important. Donc voilà, il y a un monde qui attend qu'on le change. Je suis vraiment désolé, mais j'ai eu beaucoup de mal à réduire. Donc, je pense que j'ai dépassé un petit peu. Peut-être prendre un petit peu sur le débat. Je suis vraiment désolé. Pas de souci. Merci beaucoup. Effectivement, on est passé un petit peu, mais c'est pas grave. C'était très intéressant. Merci beaucoup. On a eu beaucoup de questions sur le chat, donc je pense que le débat sera très intéressant. C'est trop cool. Je vous propose d'accueillir donc les participantes du débat. Donc nous avons Madame Juliette Odiger, qui est ingénieure INSA Lyon et actuellement en service civique dans l'équipe coordinatrice de la COP2 étudiante. Bonjour Madame Odiger. Bonjour. Bonjour. Nous avons Madame Anaïs Pasteur qui est en 3A épée en double diplôme à Sciences Po Grenoble et qui aide plusieurs associations étudiantes écolo, dont Ingénieurs Citoyens et Think What Matters.
Bonjour Madame Pasteur. Non. Et nous avons Monsieur Jérémy Klein, étudiant en 2A à Felma en épée, qui est actuel coprésident d'Ingénieurs Citoyens, élu étudiant INP et membre également de la COP2 étudiante. Bonjour Monsieur Klein. Bonjour. Eh ben, merci déjà à toutes et à tous d'être présents pour ce débat. Donc, j'invite tout le monde à continuer à envoyer des questions sur le chat si vous le souhaitez. Et puis, donc, je vais vous poser donc une première question. Donc, je vous invite à prendre la parole spontanément hein, pour y répondre. Les questions sont pas fléchées. Première question, est-ce que l'économie circulaire est possible avec nos propres technologies et peut-elle éviter de se heurter aux limites planétaires? Alors, je sais pas peux dire deux, trois trucs, mais c'est comme... alors, effectivement, non, l'économie circulaire, en tout cas de mon point de vue, elle ne pourra pas passer outre les limites planétaires parce que déjà, on n'arrive pas à faire du recyclage à 100%. Ça, c'est même si nos entreprises n'arriveront jamais à faire, parce que c'est juste des limites anthropiques. C'est à partir du moment où on a transformé la matière, on n'arrivera pas à ranimer la matière comme on l'a retrouvée au départ. Ça, c'est déjà des limites physiques, on va dire. Donc, dans tous les cas, même si on arrive à rendre nos objets un peu plus recyclables, ils vont tourner dans cette économie circulaire, mais pour un temps donné. Donc déjà, il faut qu'on pense à ça, moi, en tout cas à mon avis, c'est comme un grand exemple, hein, c'est le plastique. Le plastique ne peut pas se recycler à 100% et on ne peut pas recycler 40 fois le plastique. Donc voilà, pareil, je vous pousse à vous renseigner là-dessus. Donc moi, de mon point de vue, non, mais c'est juste faire moins pire. C'est l'économie circulaire, bien évidemment, c'est toujours mieux, quoi qu'il arrive, que rester dans un modèle linéaire, parce que ça veut dire qu'on extrait moins de matières premières. Donc déjà là, c'est hyper bénéfique, hyper vertueux. Mais bien évidemment, de toute façon, réduire l'empreinte complètement d'une production ou d'une innovation, ce serait déjà de ne pas la construire, vivre sobrement comme le faisaient nos ancêtres. Donc, à partir du moment où on décide de transformer la matière de la planète, et notamment de la croûte terrestre, et de transformer les objets avec ces matières-là, on va émettre et on va rester bloqué aux limites planétaires, de mon point de vue. Merci. Alors, j'ai oublié de laisser la parole à nos intervenants également. Si vous souhaitez vous présenter rapidement, Madame Odiger, puis éventuellement, si vous avez du coup un petit point à rajouter sur ça, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, alors du coup, moi je suis, pour me faire très très rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, du coup moi je suis diplômée de l'INSA Lyon. J'ai plein de casquettes. Aujourd'hui je parle surtout au nom de la COP2 étudiante parce que je fais partie de l'équipe coordinatrice au pôle communication. Mais je suis aussi dans plein d'autres associations, notamment Ingénieurs Engagés. Je suis pas mal impliquée dans tout ce qui va être la low-tech, donc avec le Low-Tech Lab de Grenoble, la SALT, du coup la semaine des alternatives et des low-tech, etc. Aussi au Shift Project. Du coup, je commence à avoir un bon aperçu et justement sur la question qui vient de se poser, bon, je pense que David a très bien résumé et je reconnais dans son discours beaucoup de Monsieur Pitron et Jean Covici. Donc voilà, c'est la même réponse que j'aurais donnée. Merci David. Et ben, je vais laisser la parole du coup à Anaïs et Jérémy pour se présenter à leur tour. Merci, Madame Pasteur. Ouais, vous m'entendez bien là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc moi j'ai un petit peu moins de casquette que Juliette. J'étais investie l'année dernière essentiellement dans Ingénieurs Citoyens. Cette année, je laisse un peu plus la place à Jérémy et à la nouvelle génération. Et sinon, par rapport à la question de l'économie circulaire, je pense qu'il faut faire attention à pas que ce soit un idéal dans le sens où, si on l'interprète à une autre échelle qu'une échelle globale, ça peut être presque péjoratif. Par exemple, si on va se dire je vais trier tous mes déchets, etc. et c'est bon, j'aurais fait ma partie du travail, je pense que c'est vraiment une des limites de l'économie circulaire quand on ne l'aperçoit pas dans son ensemble, et donc il faut faire attention à ça. Voilà. Et sinon, après, oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. D'accord, merci. Monsieur Klein? Oui, donc bonjour à tous. J'ai pas grand-chose à rajouter pour la présentation. Donc, coprésident d'Ingénieurs Citoyens, et puis je participe plus au niveau administratif avec
avec ma casquette d'élu étudiant. Pour revenir un peu sur l'économie circulaire, je pense qu'il y a déjà quelques limites encore à souligner. Déjà, si on prend en compte le taux de recyclabilité, même si on part sur un taux de recyclabilité de 100%, si on continue à consommer plus, à produire plus d'objets, on a toujours une petite partie qu'il va falloir réinjecter dans le système de matériaux. On a toujours cette petite partie-là à réinjecter qui nécessite une source d'énergie. Et donc, à chaque fois, on va devoir réinjecter de l'énergie dans le système, réinjecter de la matière, et on n'a pas d'appareil miracle comme, par exemple, un des systèmes circulaires qui fonctionne très bien, qui est une forêt, qui a tout le temps ce système de photosynthèse plus solaire qui marche tout le temps. Nous, on n'a pas ce système-là, on doit créer nos systèmes pour capter de l'énergie et pour l'accumuler. Et donc, ce système d'économie circulaire à une échelle globale, il peut fonctionner, mais pas dans un système à croissance perpétuelle. Donc là, c'est aussi une des limites de ce modèle-là, tel qu'il est présenté aujourd'hui, donc qui veut servir un modèle toujours croissant. Et on l'a vu dans justement le graphe que je trouve sur la démographie. C'est pour ça que je l'ai rajouté très rapidement. C'est parce qu'on voit, hein, c'est 1 milliard de personnes tous les 12 ans. Ça veut dire que ces 1 milliard là de personnes, il va falloir les éduquer, il va falloir les loger, il va falloir les aider à se transporter, il va falloir les nourrir. Donc bien évidemment, penser que l'économie circulaire va tout résoudre, ça va être assez compliqué. En tout cas, si on ne freine pas cette démographie-là. Donc oui, je rejoins complètement Jérémy sur le fait qu'il y aura forcément des matières et forcément une demande énergétique, comme on l'a montré dans le diapo. Merci. Alors, une question qui s'y rapporte un petit peu. Est-ce que vous pensez que la technologie, du coup, doit rester accessible à tout le monde ou réservée aux professionnels, aux collectifs par rapport à l'individuel? Est-ce qu'on doit limiter la diffusion des objets connectés? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je peux peut-être intervenir là-dessus, du coup, puisqu'avec la low-tech en particulier, on a toute une approche qui vise à se réapproprier la technique et faire en sorte que les objets, ou en tout cas une vaste majorité de ce qu'on utilise au quotidien, soient réparables et dans l'idéal, réparables facilement par nous-mêmes. Du coup, c'est vrai que simplifier la technologie et les objets, ça permet, comme l'a illustré David tout à l'heure, de permettre une meilleure réparabilité, une meilleure recyclabilité, mais aussi une meilleure réparabilité et permet aussi aux individus de s'approprier réellement les objets qu'ils possèdent. J'espère que ça a répondu un petit peu. Merci. D'autres personnes qui souhaitent intervenir? Je pense qu'il y a une question sous-jacente à ça, c'est un peu est-ce qu'il faut continuer à développer les technologies vers des pays encore non développés? En fait, je comprends un peu la question comme ça aussi. Je pense qu'il faut faire très attention à la limite du développement à tout va selon le modèle occidental vers d'autres pays non développés. Parce que, en fait, dans l'état actuel des choses, on voit que ça n'a pas fonctionné en Occident. Du coup, vouloir l'étendre à des pays encore non développés selon notre modèle, c'est un peu vouer toute la planète au même désastre que nous, en fait. Donc, je pense qu'il faut faire attention à l'extension des technologies à tout va sous prétexte que on veut développer tout le monde de la même manière que nous on s'est développé. Or, on a vu que ça n'avait pas marché et il y a beaucoup de civilisations qui avaient prospéré, qui avaient des systèmes, certes, les systèmes de santé n'étaient peut-être pas aussi élaborés que les nôtres, etc. L'espérance de vie n'était pas aussi développée, mais je pense qu'il faut faire vraiment attention à cette pseudo-volonté de coloniser tout le reste du monde. Merci. J'ai une question sur toujours dans le thème de l'éco-conception. Est-ce que vous pensez que c'est au niveau de l'éco-conception des technologies qu'il faut raisonner ou plus particulièrement au niveau de l'éco-conception, si on peut parler ainsi, des modes de vie? C'est une très très bonne question. Je pense que l'éco-conception, si on regarde historiquement sur les 150 dernières années, on a fait énormément de progrès sur l'efficacité énergétique, pardon. Et on en a toujours fait, nos ingénieurs sont très bons là-dedans, et on en a toujours fait. Donc ça fait 150 ans qu'on fait ça. Et pourtant, nos émissions, elles cessent d'augmenter, notre consommation d'énergie également. Et qu'à un moment, ça va être vraiment à nous qu'on va devoir vraiment refonder
nos modes de vie, nos façons de penser, pour pouvoir atteindre une certaine sobriété et un idéal de société où on utilise à bon escient la technologie et pas à tout va comme aujourd'hui. Alors pour le coup, ouais, je suis d'accord. Et ça reprend un petit peu la méthodologie des 2Q2F. C'est-à-dire qu'avant de penser fabrication, on pense d'abord, on essaie de répondre aux questions quoi et qui. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quels sont les usages, quels sont les besoins qu'on est en train de répondre? Il y a une métaphore, enfin une comparaison qui a été faite par Aurélien Barraud, mais que je trouve mais hyper éloquente. Et il nous dit, c'est super, hein, on peut faire des véhicules sur batterie avec des panneaux solaires et tout ça. On peut faire des bulldozers zéro carbone qui vont ne rien émettre. Donc là, il y aura vraiment une technologie, un savoir-faire énorme derrière pour les ingénieurs, avec des panneaux solaires sur les toits et tout ça. Mais au final, le bulldozer va participer à la déforestation. Donc, on a fait un super produit, on a éco-conçu, mais à côté de ça, les impacts sur la planète restent dramatiques. C'est moi, tous ceux qui me racontent que la 5G, ça va être génial parce que, puis il ne faut pas vous inquiéter parce que les antennes sont éco-conçues, on va récupérer des trucs, on va récupérer des composants, on va faire d'efficacité énergétique, les pièces, c'est les pièces de dernière technologie dans les composants et tout ça, ça ne va pas tant consommer. Mais pourquoi on le fait? On le fait pour quels usages derrière? Et donc voilà, oui, je pense, moi, de mon point de vue, c'est d'abord de penser aux usages et après de réfléchir à comment construire notre produit au mieux. Alors, un peu dans la même veine, du coup, quelle place pour la recherche fondamentale là-dedans? Qui souhaite se lancer? Alors, tu peux commencer. Mais pour le coup, c'est hyper intéressant et aussi un sujet à controverse, on va dire. C'est parce que dans un monde en régime énergétique, on va dire, c'est quand même un monde où on va avoir de moins en moins de ressources par nombre d'habitants, parce que le nombre d'habitants augmente sur la planète. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se contraigne plutôt en tant qu'ingénieur. Moi, je me suis posé une grande question sur ces secteurs des innovations et ces secteurs de recherche. Et je me dis quand même, aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on a, notamment en Afrique, ne serait-ce que pour s'alimenter, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup, avec toutes les coupes budgétaires qu'on a en France, avec tous les problèmes qu'on a pour financer nos recherches, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on continue à investir dans la recherche sur l'égyptologie, à la recherche sur le spatial, à la recherche sur des grands thèmes comme ça, sur la cosmologie, pourquoi pas, alors que l'INRAE, qui est le grand centre de recherche qui nous permet, qui eux travaillent sur comment remplacer le glyphosate, qui eux travaillent sur comment arriver à développer une agriculture qui peut se faire dans des terres complètement arides en Afrique, qui eux travaillent sur répondre aux besoins fondamentaux et primaires des humains, eux crient parce qu'ils n'ont pas assez de financement. Donc, je me pose quand même la question de me dire, effectivement, il faut qu'on se développe dans chaque secteur parce qu'il faut aussi qu'on ait un apport de connaissances et c'est toujours intéressant pour ne pas reproduire ne serait-ce que les erreurs du passé. Certains nous disent ça, mais je pense quand même qu'il faudrait qu'on priorise, moi c'est mon simple avis, qu'on priorise certains grands secteurs de recherche. Finalement, on arrive à refaire le parallèle avec la question précédente où c'est un changement de société, donc un changement systémique et global qu'il nous faut opérer. Et justement, oui, prioriser. Voilà, choisir le meilleur secteur. Donc, c'est vraiment des axes sociétaux qu'il faut choisir. Et actuellement, on est encore sur les axes de l'ancien monde et il faut passer au suivant. Donc, il faut que l'axe que l'autoroute comprenne, c'est maintenir en vie notre monde, en tout cas le monde dans lequel on peut respirer. Parce que là, c'est pas gagné. Alors j'en profite pour rebondir. Vous parlez de l'ancien monde, donc j'ai une question qui s'y rapporte. Le modèle linéaire n'est-il pas finalement le modèle capitaliste? Et peut-on faire confiance aux géants, aux entreprises géantes, donc aux géants, mais sous-entendu les entreprises géantes qui gouvernent entre guillemets le monde pour faire cette transition? Alors, confiance, non, il ne faut pas être aveugle non plus. Par contre, les géants ont un avantage, c'est qu'ils ont déjà énormément de techniques, ils ont déjà beaucoup de savoir, ils ont des structures immenses, donc, et en fait, ils ont les moyens. Et c'est ça qui est important. Et je vais prendre l'exemple de la fresque du climat, par exemple, donc avec EDF.
La fresque du climat a pour objectif de former, je crois, 1 million de personnes. Donc, une personne chez EDF assez haut placée s'est intéressée au projet et a décidé, tiens, ce serait sympa de faire passer la fresque du climat à tous mes employés. Ce qui va être fait, en tout cas aux dernières nouvelles, moi c'était l'information que j'avais, et du coup ça représente 160 000 personnes en France. Voilà, donc rien parce qu'une entreprise grosse s'est intéressée, ça fait bouger, et 160 000 personnes, donc quasiment 16% du coup de l'objectif de la fresque du climat serait atteint. Donc, leur faire confiance à 100%, non, parce qu'ils ont effectivement des objectifs financiers derrière assez importants, mais essayer finalement de les utiliser, ça peut être intelligent. Et je ne me rappelle pas du début de la question, du coup, si vous pouvez me la rappeler. Alors, le début de la question, c'était à propos de l'ancien monde. Le modèle linéaire n'est-il pas en fait lié au modèle capitaliste et qu'on appelle communément l'ancien monde? Complètement. Complètement, mais je m'y connais moins là-dessus, du coup, si un des autres intervenants veut répondre à celle-là. Alors, qui souhaite apporter un éclairement là-dessus? J'y vais. Non, vas-y, Jérémy, je t'en prie. Ouais, donc déjà, on parle d'ancien monde, mais c'est encore le monde actuel. Hein, c'est pas... Il n'y a eu aucune évolution pour le moment. Il n'y a eu aucun changement. Il y a eu des beaux accords de signés, il y a eu des belles lettres, des belles promesses. Mais dans les faits, dans les chiffres, il ne s'est rien passé encore. Donc, parler d'ancien monde, c'est encore beaucoup trop tôt. On parle du monde actuel, de tout ce que vous voulez, mais ancien monde, c'est pas le terme adéquat. Et ce modèle, lui, clairement, c'est un modèle qui est lié au modèle économique, mais le modèle d'économie circulaire tel qu'il est vendu aujourd'hui, c'est pour continuer à faire prospérer ce modèle économique aussi. Il n'y a pas de réelle rupture avec ce modèle-là. Donc, parler d'économie circulaire aujourd'hui, c'est tout à fait compatible aussi avec le modèle capitaliste actuel. Et c'est là peut-être qu'on atteint la limite, non pas du style d'économie linéaire ou circulaire, mais du style d'économie qu'on veut mettre en place. Alors, moi, pour rebondir justement sur est-ce que le modèle linéaire est lié à un modèle capitaliste? 100%. Aujourd'hui, on sait recycler des métaux. Par exemple, le cuivre, on arrive bien à le recycler. Bon, et ben en fait, vu que le cuivre, parfois, le cours du cuivre peut descendre très bas, et quand même 6 € le kilo, c'est quand même pas énorme, et ben vu que le cours du cuivre, et c'est sur certains métaux, et c'est ce qui arrive notamment sur les terres rares qu'on n'a pas eu le temps de développer, mais parfois le prix de la matière première à la mine coûte moins cher que le prix de la matière première après recyclage. Donc, bien évidemment que c'est pour ça qu'on reste dans un modèle linéaire à 100%. C'est parce que les matières premières qui sortent de nos mines ne coûtent pas cher du tout, parce qu'elles sont exploitées dans des pays, elles sont transformées dans des pays à main-d'œuvre pas chère et qui n'ont pas de regard sur l'environnement principalement. Donc, c'est pour ça que petit à petit, on commence à rentrer dans un modèle circulaire, mais c'est encore à la marge parce qu'on se fournit encore beaucoup directement dans les mines. Donc oui, moi, je valide complètement le truc. Alors, question liée à ça, comment ne pas utiliser nos ressources? La sobriété, c'est la réponse. Hein. On dit toujours on va améliorer l'efficacité de nos appareils, etc. Non, la réponse, c'est la sobriété. Je pense que, par exemple, si on veut faire un voyage, que ce soit entre Paris et Grenoble, par exemple, ça va être plus sobre d'y aller en train parce qu'on a le nucléaire, mais le plus sobre de tout, c'est de ne pas faire le trajet. Enfin, je pense que la solution, c'est la sobriété. Après, bien sûr, il y a des limites. On ne peut pas être sobre partout parce qu'il faut quand même qu'on vive un minimum et qu'on puisse s'épanouir. Mais par exemple, c'est tout bête, mais le remplaçant des objets technologiques, il ne doit pas être systématique. Dès que la batterie lâche, on n'est pas obligé de le jeter. Enfin, je pense que c'est des discours qu'on a déjà entendus très souvent, mais en fait, la sobriété, c'est vraiment hyper important. Et si on l'applique le plus possible, je pense que c'est le mieux. Alors, si personne veut... Juste quand même, parce qu'on est ingénieur et ce discours-là, moi, au début, il m'a un petit peu traumatisé. Je me suis dit très rapidement, je me suis dit, bon, bah voilà, la sobriété, c'est la solution. Bah, du coup, moi, j'ai plus aucun rôle en tant qu'ingé, quoi. Bah, vu que l'une des solutions, c'est de faire moins. Bon, bah, est-ce que vraiment, je vais avoir un boulot demain, quoi? Et justement, nous, c'est ce qu'on a voulu montrer dans le premier atelier débat, c'est qu'il y a des grands secteurs qui sont porteurs. En fait, c'est la croissance. Moi, je crois profondément à la croissance sélective.
Peut-être que ça va faire réagir Jérémy, mais moi, je crois à la croissance sélective, c'est-à-dire décroître là où on a une empreinte carbone qui est incroyable, là où on a une empreinte carbone qui est complètement démesurée, et croître pour arriver à un plafond social, notamment dans les pays en développement. Donc, c'est toujours ça, c'est cette sobriété, elle doit être faite en France, mais par contre, dans les autres pays du monde, il y a tout un pan à développer et qui est énorme. C'est bien évidemment, ce n'est pas l'idée de faire du colonialisme, hein, mais simplement aller construire des barrages hydrauliques sur le Nil ou au Congo, ça a du sens. Là, il y a beaucoup d'ingénierie derrière. Construire des panneaux, des frigos avec des panneaux solaires, si on a des startups qui se lancent là-dedans pour aller permettre une conservation des aliments pour des populations qui sont complètement isolées du réseau électrique, ça a du sens. Bon, là, il y a encore beaucoup d'ingénierie. Et si on reste simplement en France, hein, c'est déjà la transition écologique, je pense qu'elle va être porteuse d'emplois. Elle va en détruire forcément, parce qu'on a des grands secteurs qui ne sont peut-être pas voués à être éternels, mais elle va être porteuse d'emplois dans le sens où, déjà dans la recherche sur les matériaux de demain, pour les bâtiments, pour qu'ils soient moins énergivores, pour réduire les passoires thermiques, là, il y a beaucoup de boulot. Pour les transports de demain, c'est rouler avec une voiture thermique. Nous, on va faire le bilan carbone tout à l'heure, mais en France, ça n'a quand même pas beaucoup de sens. C'est peut-être mieux le véhicule électrique, mais sobre, mais machin, sous plein de conditions. Mais ça veut dire que là, il y a beaucoup d'innovations à faire dans le secteur de l'industrie automobile. Ferroviaire, c'est pareil. Le fret, il va falloir qu'on le développe. Il ne faut plus qu'on déplace dans nos villes l'alimentation dans des camions qui roulent au pétrole. Il faut qu'on électrifie tout ça et il faut qu'on déplace nos alimentations le plus possible avec le train quand on ne peut pas travailler en local. L'agriculture, c'est pareil. Comment ça se fait que nos tracteurs roulent à l'essence alors que Volvo fait des poids lourds électriques? Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à déplacer des grandes charges de métal avec de l'électrique. Donc, c'est pareil. Je pense qu'il y a plein d'innovations à faire. Il faut qu'on reste un petit peu optimiste. Et justement, à partir du moment où on a compris le problème, et ben go, maintenant, on essaie de chercher les bonnes solutions. Ça passe par l'étude systémique. Mais moi, la sobriété, oui, mais je pense quand même que pour réduire, de toute façon, on le voit dans l'empreinte carbone des Français. Dans l'empreinte carbone des Français donnée par Carbone 4, on a 50%, c'est consommer moins, c'est-à-dire c'est consommer moins de viande, c'est-à-dire c'est faire moins de voyages, c'est-à-dire c'est consommer local. Et puis, donc ça, c'est vraiment à l'échelle individuelle. Et puis, on a 50% qui sont de la réduction d'empreinte, mais systémique. Ça veut dire décarboner le service public, décarboner les transports en ville, décarboner la santé, mais ça fait partie du service public. Bon, bref, il y a vraiment aussi du travail à faire de manière systémique dans le fonctionnement du pays, je pense. Pour imaginer les propos, ce qui vient d'être dit, et notamment le rôle des ingénieurs, je peux prendre mon propre exemple. Alors moi, je suis ingénieur mécanique, je ne sais pas vos différentes spécialités à Felma, mais du coup, moi, je sors de l'INSA en mécanique. Et là, en janvier, du coup, je vais commencer mes premiers pas dans le vrai, dans les vrais emplois, et pas juste un service civique, même si mon travail à la COP2 est très important. Donc là, je vais commencer un emploi dans une start-up, justement, qui va faire des panneaux solaires mélangés à de l'agriculture, donc des ombrières panneaux solaires. Ça s'appelle Ombrea à Aix-en-Provence. Et c'est un exemple du coup de développement mécanique où il y a un gros besoin d'ingénierie, donc dans lequel vous pouvez intervenir. Et donc là, c'est pour essayer d'apporter une solution dans le sud de la France aux cultures qui brûlent à cause du soleil et qui vont continuer à brûler tous les étés et à la sécheresse, etc., tout en profitant de ce soleil-là pour produire de l'électricité solaire. Voilà. Si ça peut vous aider à imaginer ce que l'ingénieur peut faire. Merci. Alors peut-être une dernière question, puisque l'heure… Oui, je vous écoute. Ouais. Oui, exact. Comme tu as dit, David, tu savais bien que j'allais être un peu nuancé là-dessus, un peu même plus que nuancé. Tant qu'on n'a pas un modèle, une vision de société qui nous mène vers un idéal de sobriété et un idéal de réduction des gaz à effet de serre, on peut faire autant de petits pas, de petites avancées dans notre coin en tant qu'ingénieur. Tant que le modèle global ne va pas vers une direction, on n'arrivera à rien. Ça, il faut en être au courant, en fait. C'est soit on résout le problème systémique tous ensemble en tant que système, ou soit on ne le résout pas, en fait. Et donc, si on veut commencer par aller mettre des barrages en Afrique ou aller réduire des émissions dans ces pays-là, ce n'est pas la priorité absolue. La priorité absolue, c'est de diminuer nos consommations à nous, en Occident, donc aux États-Unis, en France, en Europe globalement,
en Australie et dans tous les endroits où on est largement au-dessus de la capacité de la biocharge de notre planète, avant de commencer à dire on va commencer par apporter de la technologie à d'autres pays, apporter d'autres trucs et les développer. Et nous, en attendant, on fait un petit peu de sobriété par-ci par-là, on montre qu'on diminue nos émissions, mais pas suffisamment pour atteindre les objectifs. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse ça de manière parallèle. Très clairement. J'ai regardé l'INSEE là tout à l'heure pour regarder justement cette histoire de démographie. Et de l'année 1998, on est 600 000. C'est-à-dire qu'il y a 600 000 autres jeunes, on n'est pas tous ingénieurs, on est 600 000, mais il y a 600 000 autres jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. Bon, eh ben, on peut très bien dire qu'il y a une partie qui va travailler sur l'Occident pour faire de la sobriété et une autre partie qui va partir à l'international. Parce que je pense que c'est une vision qui est assez, pas égoïste, mais qui est assez centrée sur son nombril, quoi. De se dire, bah non, on va déjà essayer de nous réduire notre confort, déjà qu'on vit super bien dans des beaux canapes et machin, on va essayer de réduire notre confort, et puis après, dès qu'on aura réduit notre confort, on essaiera d'aller permettre de se nourrir les populations et d'avoir accès à l'électricité de l'autre côté de la Méditerranée. Moi, je pense que ces deux objectifs-là sont autant urgents les uns que les autres, parce que bien évidemment, réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut le faire tout de suite pour ne pas arriver à une catastrophe qu'on a vue dans la présentation, mais il faut aussi qu'on aide les populations maintenant, en 2020. Imaginez, c'est 70% des gens qui n'ont pas accès à l'électricité, donc ça nous paraît banal. Et tout le système de santé ne se développe pas, tout le système industriel ne se développe pas, on ne peut pas faire de l'éducation là-bas de manière potable. Et donc, ça pose tout des problèmes sociaux qui arrivent derrière. Donc, après, à nous de développer l'électricité, mais de la faire de la meilleure des manières possibles, quoi. Donc, le barrage hydraulique, c'est pareil, c'est chouette, mais je suis d'accord, ça va empêcher les sédimentations, ça va empêcher les déplacements des poissons. Il y aura des externalités. Mais c'est quand même mieux que construire des usines à charbon comme le fait la Chine. Donc, je me dis quand même que les deux trucs sont assez urgents, plus ou moins. Enfin, en tout cas, c'est à questionner, quoi. Merci. Juste ajouter un tout dernier point à ça. Je pense qu'il faut aussi beaucoup faire attention à ne pas rentrer dans une démarche de colonialisme. Puisque au final, on parle d'installer des barrages sur le Nil, on parle d'apporter l'électricité, tout ça à des populations à l'autre côté du monde. La première étape, c'est d'écouter les besoins de la population. Voilà, et donc il y a une grosse étude sociale à faire avant d'apporter l'électricité. Totalement d'accord. Il faut qu'on arrive en Afrique et qu'on leur explique comment construire des barrages pour créer de l'emploi là-bas. Pour qu'après, eux, parce qu'ils ont besoin d'électricité, moi je pense quand même que c'est un bien fondamental. Aux gens. Mais alors, on va juste prendre une dernière question et puis comme ça vous donnera l'occasion de terminer chacun sur cette question-là. Donc, je vous donnerai la parole à toutes et à tous. Donc, désolé pour toutes les personnes qui ont posé des questions sur le chat. Il y a énormément de questions. Je n'ai absolument pas le temps de toutes les passer. Une dernière qui, à mon avis, me semble importante. Comment annoncer ou imposer cela à la société? Et on va commencer par la société française, du coup. Le problème, je pense, va surtout venir du fait que la situation va s'imposer d'elle-même. Parce qu'une fois que le climat, on va pas arrêter le climat. Le climat, il va changer d'une façon ou d'une autre. On aura moins de récoltes, on aura moins de ce genre de choses. Donc, il y a déjà un changement que nous, on peut faire, effectivement, et ça, il faut trouver des moyens. Moi, je n'ai pas la réponse à ça, mais il faut aussi savoir que la situation va s'imposer d'elle-même dans tous les cas. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on bouge aujourd'hui. Et par contre, ça, j'ai pas la réponse. Merci. Du coup, parmi les autres intervenants, je vous laisse conclure également, s'il vous plaît. Je veux bien rebondir ce que tu as dit, Juliette. Je pense que sur cette question, il faut rester assez humble. La solution, elle est pas du tout évidente. Ok, on est certain d'avoir pris conscience qu'il y a une urgence. On essaie de sensibiliser via la presse du climat, par exemple, qui est un bon outil que tu as cité. On essaie d'informer au maximum sur l'urgence qu'il y a, pas seulement climatique, mais aussi en termes de biodiversité, en termes d'autres ressources, d'érosion des sols. Et la liste est assez longue. Mais proposer une solution là, à notre âge, c'est pas évident. Et on fait de notre mieux, chacun de notre côté, chacun avec nos moyens et au point où on est capable d'aller en termes d'action, de sensibilisation, voire de radicalité.
mais mais c'est assez difficile de proposer une solution globale de notre point de vue. Merci. Monsieur Martin Chevalier, peut-être pour terminer, et puis on laissera le mot de la fin à Madame Pasteur. Alors moi, bien évidemment, c'est pas moi à 23 ans qui va donner des solutions, mais on a quand même, quand on se renseigne un petit peu sur les rapports, on a deux manières d'imposer le truc, c'est-à-dire de changer et d'essayer de faire une transition écologique. Première manière, les deux manières plutôt, c'est la réglementation et la financiarisation. C'est-à-dire réglementation, on va partir par la financiarisation plutôt, ce sera déjà plus concret. Financiarisation, c'est-à-dire inciter par les prix, c'est-à-dire lancer des prix signaux. C'est-à-dire que les prix signaux vont permettre d'orienter la production et d'orienter la consommation. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'inversement dans le parc de voitures thermiques entre l'essence et le diesel. On a fait des incitations pour que les Français passent au diesel. En 30 ans, les Français sont passés au diesel. On est monté jusqu'à 60% de véhicules qui étaient au diesel, alors qu'on était à une trentaine de pourcents. 30 ans auparavant. Donc ça marche. Ça veut dire que quand on incite à la consommation, par un changement de prix et par un prix qui représente plus l'environnement, on va dire, on arrive à aiguiller les consommations. Et c'est pareil pour la fabrication, moi je pense. À partir du moment où le cuivre au Chili, c'est l'exemple, mais on peut prendre n'importe quoi, le graphite ou n'importe quoi, c'est à partir du moment où notre matière première a un impact environnemental qui est énorme, je la fais payer cher. C'est-à-dire que j'introduis le prix carbone à l'intérieur du vrai prix. Sinon, ça représente rien, le prix tout court. Donc là, je pense que par l'aspect financier, on peut déjà aiguiller les productions et les consommations. Et puis après, il y a un autre aspect qui est l'aspect réglementaire. C'est exactement ce qu'on fait pour les voitures. L'Europe impose que nos voitures émettent 120 grammes de CO2 pour les 100 km. Pour le kilomètre, pardon. Bon, voilà, paf, ça c'est fait. Ces voitures, si elles ont envie d'être vendues en Europe, elles n'ont pas le droit de dépasser ça, ce quota-là. Et ça marche. C'est exactement pareil pour le bâtiment. On peut très bien dire qu'il y aura de la réglementation dans les bâtiments. Les prochaines rénovations thermiques qui vont se faire, on impose qu'il y ait des pompes à chaleur ou qu'on impose qu'il y ait du chauffage électrique ou n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on interdit qu'il y ait du chauffage au fioul. Et ça, je pense que les deux doivent s'imbriquer. Si on fait que l'aspect financier, on aura des levées aussi sociales. Il y a tout l'aspect social. Quand on augmente les prix, derrière, la population peut se mettre aussi à gueuler, ce qui paraît normal. Si ce n'est pas justifié et si ce n'est pas expliqué, si on n'a pas de pédagogie. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on contraigne avec de la réglementation parce que ça urge. Est-ce qu'on a vraiment encore 30 ans? C'est comme pour les voitures. On a réussi à basculer le parc, mais en 30 ans. Est-ce qu'on a vraiment 30 ans encore devant nous? Donc, je pense qu'il faut prendre un peu les deux aspects. Voilà, mais c'est ce que j'ai lu de rapport et tout ça, quoi. Merci, Madame Pasteur. Un dernier mot, s'il vous plaît. Alors, je pense à reprendre un peu ce qui a été dit, mais je pense que l'essentiel, c'est de jouer sur plusieurs échelles. Par exemple, si je prends l'exemple de l'alimentation, on a besoin de l'échelle des circuits courts parce qu'il y a des consommateurs qui ont besoin de retrouver le lien avec les producteurs. Mais on a aussi besoin des services de distribution parce que ça permet d'avoir une alimentation de masse, ça permet de nourrir des gens. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter bio parce que c'est cher. Donc, on a besoin aussi de ces services de distribution. Et si on prend une échelle encore plus grande, donc l'échelle européenne, on a besoin d'une réforme de la PAC pour pouvoir encourager l'émergence de l'agriculture bio. Donc, je pense qu'en fait, il y a énormément de terrains sur lesquels on peut jouer à plein d'échelles différentes. Et il ne faut pas qu'on se dise c'est bon, je ferai tout à l'échelle de mon territoire et ça va se régler, parce que là, on va oublier l'échelle internationale et on ne va pas prendre en compte les personnes défavorisées. Mais on ne peut pas non plus dire je vais faire tout à l'échelle europééenne parce que j'ai je ne sais pas combien de milliards d'euros de budget, alors qu'on a des dynamiques à l'échelle locale qui doivent être réglées localement. On a des dynamiques à l'échelle internationale qui doivent être réglées en concertation avec tous les pays. Donc, je pense que l'enjeu, c'est de comprendre tous les schémas qui existent aux différentes échelles et de faire en sorte de pouvoir envisager une transition à toutes les échelles. Voilà. Eh bien, merci à tous les quatre pour ce débat qui j'ai personnellement trouvé très intéressant. Et quand je vois les retours sur le chat, je pense que ça a été partagé par les auditeurs. Merci à toutes, merci à tous.